Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 11 de la saison 4 du podcast. Sur Bordeaux, nous avons une association LGBTQIA très dynamique qui propose plusieurs fois par an des rencontres dédiées aux parentalités LGBTQIA ainsi que des tables rondes réflexives sur des journées balisées. Son nom ? La foudre prend racine, fondée et sublimée par Amy. En juin, elle m'avait invitée à animer une table ronde dont le sujet était « Faire famille en dehors de l'hétérosexualité ». J'y avais fait de belles rencontres, notamment celle de Gabrielle Richard et de Julie des babillages de Julie. Nous avons raconté nos familles ainsi que notre conception de celle-ci pendant 1h30. Dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, Amy a remis ça. C'était le samedi 19 novembre et cette fois-ci, elle avait très envie que ces échanges soient partagés et diffusés, tant la réflexion autour est enrichissante et instructive. Alors je suis partie avec mon plus beau micro, et même plusieurs d'ailleurs, pour tenter de vous capter cette table ronde dont le thème était « La parentalité au-delà de la filiation hétéronormative ». Le panel était assez fou. On y a retrouvé à nouveau Gabrielle Richard, sociologue du genre, parent queer et autrice des livres « Hétéro l'école » et « Faire famille autrement » aux éditions Binge Audio. Audrey Warrington, femme noire, mère et lesbienne, fondatrice de l'association Soror Ensemble. Jus Santini, parent trans dans une famille pluriparentale. Et Camille Regache, journaliste et hôte du podcast Camille pour le studio Binge Audio. Je vous ajoute ici une petite alerte avant de vous laisser plonger dans ce programme. La table ronde était publique, dans un lieu très beau architecturalement parlant, mais dont l'acoustique n'était pas du tout adaptée à un enregistrement. J'ai essayé de retraiter le son au maximum, toutefois vous entendrez tous les bruits de fond, du public et des enfants présents sur les lieux. L'ensemble est très audible, mais vous pouvez être gêné par ces bruits parasites. Je vous remercie de votre compréhension. Maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et on va être ensemble donc pendant 2 heures pour cette table ronde qui est organisée par la Foudre prend racine. Donc merci beaucoup Amy qui a parlé juste avant pour présenter l'asso. C'est organisé dans le cadre de la quinzaine de l'égalité. On a 2 heures pour parler ensemble de ce que ça signifie faire famille. Alors, avoir une famille, c'est différent que de faire famille. On va pas dire qu'en général, devenir parent, c'est facile, hein, on est d'accord, mais on va dire que c'est plus facile pour certains, certaines que pour d'autres, au hasard, quand on est cisgenre hétéro, voilà. Hein. Et comme vous en doutez, des cis-sex, il n'y en a pas aujourd'hui sur ce plateau. Voilà. Si vous êtes là, c'est que vous êtes pas prévu beaucoup. Être queer, c'est bien souvent réfléchir à ce que ça signifie justement faire famille. Parce que un coming out, c'est pas toujours accepté par les familles justement, parce que des familles, on s'en construit des nouvelles à notre image, et aussi parce que parfois l'envie de faire famille soi-même vient aussi au moment où ça vient tout bout de son nez. Et donc à ce moment-là, il y a des questions essentielles qui arrivent, vraiment essentielles, comme est-ce que mon enfant sera une fille ou un garçon? Non, je plaisante. On est plutôt sur quelque chose qui ressemble à où est-ce que je vais trouver des gamètes plutôt dans une banque de sperme, plutôt dans un ami qui va être donneur, avec quel nom mon enfant va m'appeler si on est de maman, si on est de papa, si en fait je suis non-binaire et que aucun des termes me convient, comment est-ce que je vais m'y prendre pour sécuriser la filiation juridique de ma famille. Donc voilà, sortir des sentiers battus, c'est être inventif, c'est être inventive, et c'est aussi se frotter à une société où la norme hétéro, elle est reine, et les parents c'est du coup un sujet qui est heureux, joyeux, sensible, et donc forcément, dans ce cadre-là, hyper politique. C'est le moment de citation, ouvrez les guillemets. Les queers ont l'habitude, que ce soit par obligation, par conviction, par créativité ou par dépit, de sortir des sentiers battus,
de travailler à défricher d'autres possibles qui seraient pas centrés sur les normes de binarité de genre et d'hétérosexualité obligatoire. Voilà, donc défricher d'autres possibles, c'est le réjouissant programme de cet après-midi, en compagnie d'abord de l'autrice des livres que je viens de vous lire, qui est juste à côté de moi, qui est Gabrielle Richard. Bonjour Gabrielle, tu es sociologue de genre et ton dernier livre, Faire famille autrement, est paru il y a 10 jours. Et tu es avec nous, à la fois donc, en tant qu'universitaire, et aussi en tant que parent de 2 enfants que tu élèves avec ta partenaire non binaire. Donc voilà, on se fera pour changer de casquette comme tu le souhaites au fur et à mesure de cette discussion. Donc je vous ai ajouté sur cette description de ta personne. Non, une très bonne description de ma personne. Le plaisir d'être ici cet après-midi et d'échanger sur ce sujet qui est important et qui a de plus en plus de visibilité dans l'espace public et je pense qu'on peut s'en réjouir. Rien à ajouter. À côté de toi, il y a Audrey Wellington. Bonjour. Tu es une femme noire lesbienne, tu es mère de 2 enfants, que tu élèves avec ta propre mère, comme tu l'as expliqué, et tu es fondatrice de Soror Ensemble, c'est une asso de parents racisés. Oui, bonjour à toutes et tous, merci d'être là et merci la Foudre Racine pour l'invitation. Et donc oui, j'ai une association qui s'appelle Soror Ensemble, qui est aussi très centralisée sur mais centralisée aussi sur les questions de genre et pour les personnes afrodescendantes, principalement parce que je trouvais qu'il y avait aussi un angle, mais j'en parlerai un peu plus lors de la discussion, mais on n'était pas représentés, donc je trouvais que c'était important aussi de montrer qu'on existait aussi dans ce spectre-là. Et je blogue aussi, j'ai un blog qui s'appelle Day by Audrey, où effectivement je parle, c'est un blog plus personnel où je parle de mes dynamiques et de ce que je vis en tant que femme noire, lesbienne en France. Juste en timide, du coup, bonjour. Tu es parent trans d'un petit de 4 ans que tu élèves avec ton ex-compagne, une femme cis lesbienne dans un lieu collectif. Ouais. Salut tout le monde, hyper cool d'être ici, merci d'être venu. Et ouais, carrément, c'est un lieu collectif queer et on essaye de faire ensemble une parentalité à plusieurs et une vie à plusieurs. Et c'est un lieu collectif queer à la campagne, ce qui ajoute un petit twist au truc. C'est vrai qu'il manquait beaucoup de campagne. Ça change beaucoup de choses. Du coup, vous êtes 3 parents là avec moi sur cette scène. Avant de parler du fait que vous êtes parents, on va quand même dire que la première famille qu'on découvre dans la vie, c'est quand même celle qui nous entoure quand on est enfant, quand on est ado. Et on a beau être queer soi-même, quand on parle très souvent de familles qui sont statistiquement assez hétéros. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle famille vous avez grandi? Qu'est-ce que vous avez vu comme modèle de famille en grandissant? Audrey? Moi j'ai grandi dans une famille classique, une famille nucléaire. Un papa, une maman, et j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi. Donc un format dit classique. Mais c'est vrai que, réflexion faite, je suis caribéenne, donc forcément j'arrive avec un bagage culturel qui est assez différent de la norme aussi culturelle, on va dire, française blanche. Ce qui fait que, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai aussi été en contact avec les structures familiales caribéennes et plus particulièrement guadeloupéennes, mais c'est à peu près les mêmes dynamiques qu'on soit en Guadeloupe, Martinique, Réunion, où effectivement les familles sont souvent composées par la maman. On appelle ça la matrifocalité ou la matrilinéarité. C'est-à-dire que le chef de famille, c'est pas le père ou la famille papa-maman, mais la mère. Et autour de ça gravite donc la famille, donc les tantes, souvent les femmes qui sont très actives dans ces familles-là, et où l'homme est présent, pas présent, ça dépend, mais où en fait l'homme n'a pas vraiment une place vraiment, je sais pas comment dire, mais il est là, mais sans être là, en fait, il n'intervient pas forcément, donc c'est vraiment les femmes qui élèvent les enfants, qui gèrent les familles. Et donc, ayant grandi dans ce format classique-là, parce que mes parents étaient mariés, je me suis rendu compte que, en regardant ma grand-mère, en regardant aussi mon arrière-grand-mère, je me suis rendu compte que du côté de ma mère, on était issus de familles matrilinéaires, donc le chef de famille maman féminin. Et
au-delà de ça, j'ai toujours, moi, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai toujours questionné cette famille nucléaire dans le sens où, par exemple, mon père a été élevé par sa grand-mère aussi, donc encore une fois, on sort du schéma classique. Donc, quand il a eu question d'avoir des enfants, c'est vrai que il y a quand même une pression à rentrer dans cette famille un peu classique, que même s'il y a cette matrifocalité ou matrilinéarité, c'est pas ce qu'on souhaite aussi pour les jeunes femmes, en fait. Et j'ai eu mon premier enfant donc avec un homme dans une union classique, on était ensemble, mais c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée parce que j'avais cet héritage, on va dire, familial, cet héritage aussi culturel qui venait toujours un peu en background, me dire mais non en fait c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je veux gérer ma famille. Ensuite, mon identité sexuelle est venue un peu perturber la chose, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je viens d'une famille classique, mais tous les questionnements que j'ai pu avoir en périphérie ont fait que je suis volontairement exclue de ce schéma. Et j'ai eu un deuxième enfant, donc 10 ans après, toujours avec un homme, mais dans l'esprit où je m'étais dit je ne veux pas vivre avec, je veux avoir un enfant. Pardon, excusez-moi. Je veux avoir un enfant, mais pour moi, il n'était pas question qu'on vive ensemble, qu'on partage un toit, mais qu'on puisse élever notre enfant ensemble. On reviendra sur comment tu passes de cette réflexion à comment avoir un enfant et vivre avec la personne qui biologiquement il y a cet enfant. On va en discuter tout à l'heure. Et du coup, c'est intéressant ce que tu racontes sur le fait que c'est marrant, tu dis classique et d'un côté, ça l'est pas forcément. En tout cas, ce qu'on imagine comme étant une famille classique, une famille hétéro, avec un papa et une maman, etc. En fait, il y a l'idée qu'on en a et il y a la réalité des choses, mine de rien, et qui fait vraiment famille nucléaire. C'est encore une autre question. Peut-être qu'on finit le tour de chaque personne avant de pousser un peu plus ces questions. Tu peux jouer? Moi, j'ai grandi dans une famille hétéro, blanche et riche. Riche, c'est important parce que ça veut dire des choses. Ça veut dire des choses en termes de rapport de pouvoir. Ça veut dire des choses en termes d'impression de supériorité, de monde qui tourne autour de soi, de non-intérêt pour les autres. Ça veut dire quelque chose d'être riche. Et ça, je l'ai compris en vieillissant. Que en fait, je crois que ce qui a surtout conditionné ma famille, c'est pas en réalité tellement l'hétérosexualité ou la nucléarité de la famille, c'est notre position dominante en fait et sociale. Ça, je m'en suis rendu compte en vivant dans le monde, en quittant ma famille, voilà, je me suis rendu compte de tous les privilèges, de l'infini privilège, c'est au-delà du privilège. Donc voilà, moi j'ai grandi dans une famille comme ça que j'ai quittée avec grand plaisir. Qui ne me manque pas vraiment, mais voilà, dans une famille assez dure, avec des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, hein, comme souvent en fait dans ce genre de famille riche. C'est-à-dire que les enfants, comme d'autres choses, c'est une responsabilité qu'on remet aux autres. En fait, un peu comme le ménage, laver la bagnole. Enfin voilà, on s'occupe pas de ses enfants, hein, c'est quelqu'un qui s'en occupe. Donc voilà, donc dans ce genre de dynamique-là, et voilà, c'était c'était. C'est drôle parce que autant j'ai parlé avec beaucoup de parents queer, autant rarement on m'a posé des questions sur moi et ma configuration familiale et tout ça. Enfin, ma famille d'origine, ma famille biologique assez traditionnelle aussi. Enfin, mes parents, c'est un couple hétéro, mère, père, qui sont toujours ensemble après quarantaine d'années, etc. Donc assez dans les clous sur le plan des normes, à la fois du genre et de la sexualité, et de ce fait, de cette posture assez normative, il a peu été question, enfin dans nos conversations à la maison ou dans ce qui était présenté en termes de représentation. Enfin, on a très peu parlé chez moi ou à l'école, mais chez moi en l'occurrence de l'homosexualité, de personnes trans, de personnes bisexuelles, etc. Fait que c'était des modèles qui n'étaient pas du tout représentés. C'est pas pour autant que il
y avait cette espèce de tolérance tacite qui est un peu implicite, cette idée qu'on n'en parle pas, mais si le sujet vient, on se veut acceptant du sujet. C'est intéressant de poser la question de la famille d'origine parce que sur le plan, enfin moi les parents queer avec qui j'ai eu la chance d'interagir m'ont beaucoup parlé, enfin je les ai jamais questionnés frontalement sur leur famille d'origine, mais c'est toujours un sujet qui est un peu venu par la bande dans la mesure où beaucoup de parents queer vont construire leur propre famille en réaction à certaines choses qui, selon eux, elles, n'ont pas fonctionné dans leur propre famille biologique et qui vont dire enfin, un peu à l'instar de ce que tu disais tout à l'heure, chez moi, il y a ça qui posait problème. Chez moi, par exemple, dans ma famille, on n'a pas parlé de ces thématiques-là. Donc, soit dans la manière dont on conçoit la famille, ou soit dans la manière dont on cherche à éduquer nos enfants, c'est pas nécessairement propre aux parents queer. Je présume que tous les parents le font à certains égards, mais sur les dynamiques de genre et de sexualité, et notamment sur la dynamique des rapports de pouvoir, c'est quelque chose qui est particulièrement prévalent chez les parents queer, qui sont très réflexifs généralement sur leur posture, sur comment ils se situent dans les rapports de pouvoir, comment à certains égards ils ont des postures de domination, à d'autres égards ils sont moins privilégiés, etc. Et la manière dont ça peut affecter leur dynamique et leur entrée en famille. Simplement, je me dis, je pense que à peu près n'importe qui se dit ah là là, ma famille est soit un modèle, soit un repoussoir, mais que dans le cas de personnes queer, généralement, en fait, il y a des raisons encore plus de se mettre en opposition, sachant qu'on n'a pas trouvé forcément dans nos familles, en fait, des modèles de l'acceptation et des choses comme ça. Du coup, c'est accentué par l'aspect, on n'est pas pareil, quoi. Je dis que je parlerai pas de moi principalement, mais vous avez quand même tous des trucs très personnels. En l'occurrence, je viens du bout d'une famille, blanche, petite bourgeoise, hétéro, très hétéro, mes parents sont encore ensemble, et je suis la seule personne non hétéro de ma famille, officiellement. Statistiquement, c'est impossible. Voilà. Partant de là, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, en fait, moi, je vais être parent? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était dans votre esprit quand vous étiez jeune, ado, ou pas du tout? Est-ce que c'était quelque chose, une envie qu'il a depuis très longtemps, ou ça arrivait sur le tard? Personnellement, de mon côté, j'ai toujours assez eu envie d'être parent. En partie parce que c'était quelque chose qui était très valorisé chez moi, c'est-à-dire qu'on m'encourageait beaucoup quand je jouais avec des enfants, on valorisait beaucoup à travers ça, fait que c'est un truc qui vient en partie de moi, mais qui vient en partie, qui a été encouragé aussi par mon entourage. Et moi, j'ai jamais remis en question le fait que j'allais devenir parent. Pour moi, c'est quelque chose qui était clair depuis que je suis en mesure de me projeter un peu dans l'avenir, depuis que je suis plus petite. Après, ça a connu des hauts et des bas. C'est-à-dire que dans la petite enfance ou début adolescence, pour moi, ça me semblait aller de soi. Et puis, il y a toujours un moment, je dis toujours parce que j'ai entendu ce genre de discours d'autres parents queer, il y a un moment où on prend conscience du fait qu'on n'est pas hétéro, ou qu'on n'est pas une personne cisgenre, ou en fait qu'on s'inscrit pas dans la norme sur une facette ou une autre, et on pense que, à défaut de représentation, à défaut de plein de choses, on pense que ça vient aussi signer l'arrêt de mort. Merci. Oui, carrément. Donc, degré dramatique. La fin de... Oui, l'arrêt de mort, j'aime bien le drame. Donc, signer un peu l'arrêt de mort de ce désir de parentalité. Donc, cette idée que ce serait nécessairement inconciliable, que oui, je peux être lesbienne, je peux vivre avec une femme, être attirée par les femmes, c'est possible, c'est jouable dans nos sociétés, c'est de plus en plus concevable, mais attention, parce que ça vient à un prix, puis ce prix-là, c'est le non-accès à la parentalité. Enfin, c'est de moins en moins vrai, mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était ça. Donc, c'est comme un peu s'il y avait cette espèce de choix dans lequel il était difficile de trancher autour de ça. Après, je pense qu'avec la vie de couple, je me suis mis en couple et à partir de là, on a réfléchi à notre désir d'avoir des enfants et enfin, c'est jamais un processus qui est particulièrement rapide ou particulièrement facile dans la mesure où c'est pas comme si c'était un tapis roulant qui allait de soi et on se disait il y a ce couple, on va se mettre en couple, on va se fréquenter, on va se marier. En fait, cette espèce de scénario de conte de fées qui est présenté comme étant le scénario souhaitable par tout le monde. C'était pas le cas dans mon parcours. Et puis on a beaucoup avec ma partenaire non binaire dont on a parlé tout à l'heure, on s'est beaucoup questionné sur notre désir d'enfant parce qu'on se disait que le désir d'enfant, vu qu'on est les deux assignés filles, c'était comme s'il fallait qu'on vive une grossesse. C'était comme si, vu que notre corps sont en capacité, théoriquement du moins, biologiquement, sont en capacité de vivre une grossesse,
si on veut devenir parent, c'est nécessairement par ce chemin-là qu'on devait l'être. Et ça, c'était un truc qui nous intéressait pas spécialement et une idée avec laquelle on a dû rompre par la suite. Donc, notre premier enfant est devenu de l'ordre du concevable ou du possible, dès lors qu'on s'est tourné vers des méthodes alternatives. C'est-à-dire notre premier enfant, on l'a eu par le biais d'une adoption. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semblait plus conciliable avec où on se situait à ce moment-là, puis plus conciliable avec ce fait qu'on n'avait pas ce désir de porter initialement. Donc, dès lors qu'on a vu des possibilités qui venaient réconcilier ce qu'on voulait à ce moment donné, on s'est plus projeté dans la parentalité de part et d'autre. La question c'était à quel moment, en fait, est-ce que l'envie d'être parent était là assez jeune ou pas? Et du coup, pour rebondir à tout ce qu'a vient de soulever Gabrielle, est-ce que c'est rentré en conflit avec aussi le fait de se rendre compte que tu es en dehors de la norme, quelque part, soit du point de vue de l'orientation sexuelle? Est-ce que les deux, en fait, ont fait bon ménage, pas bon ménage? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moi, je suis devenue parent assez jeune, à 22 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'une parentalité avec un homme, cis, une relation hétéro, c'est vrai qu'à 22 ans, je me posais pas forcément de questions, c'était pas prévalent aujourd'hui de devenir lesbienne en fait. Donc la question était peut-être en suspens pour moi personnellement, mais c'était pas prévalent à ce moment-là. Quand j'entre dans la parentalité. Je pense que quand j'entre dans la parentalité, c'était aussi pour rompre un petit peu, beaucoup même, avec ce que j'avais vécu étant enfant. Je suis aussi issue d'une famille violente, où mon père m'a violée dans l'adolescence. Donc, je pense que rentrer dans la parentalité aussi jeune, avec le parcours que j'ai eu, c'était vraiment pour peut-être tourner une sorte de page sur l'enfant que j'avais été, la famille dont j'étais issue, et me redonner peut-être un autre départ dans la vie. Malheureusement, quand on a rencontré des traumatismes aussi importants et graves que j'ai connus, j'ai fait, je sais pas si oui, un mauvais choix parce que le père de mon fils a été violent avec moi, donc très rapidement je me suis séparée avec lui, donc ça a été une séparation très difficile, qui a duré des années, et ça a été difficile de me défaire de ce schéma qui était très violent parce que à un moment où je décide de me séparer, il y a eu beaucoup de questionnements de part et d'autre de ce que soit de ma famille. Mais ça, je ne comprenais pas pourquoi je voulais me séparer de lui. Et puis, il y a quelques années, la question de violence conjugale, elle n'était pas à ce niveau aujourd'hui. C'était quasiment... c'était pas important, en fait. C'était un collectif sociétal, enfin, c'était pas comme c'est traité aujourd'hui. Donc c'est vrai que une parentalité très, très difficile au début, et c'est vrai que quand j'ai eu ma fille, donc 10 ans après, dans un autre contexte, en ayant grandi, en ayant fait aussi mon parcours de femme, j'ai dû aussi reconstruire comment je voulais voir ma famille, et c'était évident pour moi qu'il n'y aurait pas de place pour un homme, en tout cas dans ma vie quotidienne, de façon pérenne. Et le moment où je décide d'avoir ce deuxième enfant, c'est aussi le moment où je fais mon coming out en lesbien auprès du père de mes filles, auprès de ma famille. Et j'ai rencontré pas mal d'incompréhension parce que j'ai un parcours hétéro, j'ai aussi ce passing féminin qui fait que pour la plupart des personnes, on peut pas être lesbienne et être féminine, se maquiller, avoir des ongles, enfin tout ça, c'est venu bousculer beaucoup de représentation pour l'ensemble des personnes qui m'entourent. Et je pense que ma détermination à ce moment-là était tellement forte que il n'y avait rien qui pouvait me faire dévier de ce chemin.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de liberté, avec beaucoup plus de maturité, donc j'élève mon second enfant, donc comme je disais tout à l'heure avec ma mère, parce que ça a été, c'est très difficile d'élever un enfant seul. Et je vivais seule avec ma fille, on était pas isolés, mais pas à côté, et c'est vrai que c'est beaucoup d'allers-retours, il faut mettre en place des techniques, que ce soit matérielles, financières, pour avoir une vie sociale, pour sortir. Et la question de est-ce que je veux que ma vie soit un combat tous les jours, la réponse a été non, et c'est vrai que la solution qui s'offrait à moi, c'était donc de cohabiter avec ma mère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon fils est majeur, il a 18 ans, qui n'est pas tout le temps là, et j'ai ma fille qui a 8 ans, et je l'élève avec ma mère. On vit ensemble, toutes les trois, et c'est un équilibre qu'on a trouvé. C'est un équilibre qui questionne encore beaucoup de personnes, parce que quand on est une personne adulte, on vit soit seul ou soit avec son partenaire, en fait, qu'il soit homme ou femme, de façon très libre. J'explique mes choix si c'est nécessaire. Mais voilà, donc je trouve que c'est une dynamique qui nous convient à toutes et tous. Et c'est la famille que du coup j'ai construite aujourd'hui. C'est vraiment un important, c'est le fait d'élever à plusieurs des enfants qui ne soient pas plusieurs personnes qui ne soient pas les parents biologiques de l'enfant. Alors ça arrive vraiment dans le contexte. Je dis que ça fait écho un peu, Jules, à ce que tu vis toi, dans le sens où tu élèves ton enfant en fait, avec d'autres personnes qui ne sont pas parents forcément de l'enfant, je vais plus en détail plus ça. Et si tu veux me dire aussi, dans ta réponse au passage, un petit peu comment est venu pour toi l'envie d'être parent, ça fait beaucoup d'infos à la fois. Non, mais j'essaie de me souvenir de tout. Je suis là pour le Merci. J'ai toujours voulu avoir des enfants. J'étais lesbienne en fait, j'étais une Gwyn très butch et je voulais avoir des enfants. Il y avait un truc qui convenait pas dans ma tête, c'est-à-dire je savais que je voulais avoir des enfants, mais ça rentrait dans aucun cadre et je comprenais pas très bien comment j'allais faire avec ça. Et puis j'ai fait mon coming out Gwyn et puis j'ai fait mon coming out trans. Et là, ça a commencé à mieux se dessiner dans ma tête, c'est-à-dire que je me suis dit ok, ça y est, je comprends. En fait, je crois que j'ai plutôt envie d'être un parent masculin et d'avoir un enfant, et je n'ai pas envie de porter mon enfant. Voilà, donc ça commençait à se dessiner dans ma tête. Et j'ai rencontré ma partenaire, en fait, enfin mon ex-partenaire maintenant, mais avec qui on est resté très longtemps. Et on a eu un enfant ensemble. Et cette question, elle s'est dessinée à deux très très lentement. On est resté 10 ans ensemble avant de faire un enfant. Et ça a été très compliqué, je crois, dans ma tête, parce que je pense, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été élevée dans une idée du sang et de la génétique extrêmement forte. Quand j'avais annoncé l'idée à mes parents que peut-être un jour je voudrais avoir un enfant, ils m'avaient dit cette phrase incroyable: ce ne sera jamais notre petit enfant, ce ne sera jamais ton enfant. Et c'était une phrase qui pour moi n'avait aucun sens, mais qui était tellement violente et puissante de l'hétérosexualité, puis de la génétique et de tout ce truc qui est incroyable. Bon, évidemment, nos relations sont un peu dégradées depuis. Mais c'est pas très important, en fait. En tout cas, moi, ça m'a permis aussi de me positionner sur, ok, qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant? Et ce qui a pu aussi être très déroutant pour moi en tant que parent, c'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment le parent de mon enfant? Est-ce que vraiment c'est mon enfant? Mais ça, on en avait parlé ensemble quand on s'était parlé un peu au téléphone. C'est un truc qui a été merveilleux dans ma vie. Je pense que c'est un truc que mon enfant a guéri pour moi. Je suis ultra reconnaissant de ça. Parce qu'il m'a guéri, en fait. Il m'a expliqué très très simplement, en fait, avec notre rapport de parent-enfant, que j'étais son parent, et qu'il n'y avait pas de question à ça, en fait. Voilà, que c'était indiscutable. Et ça a été une des choses merveilleuses dans le fait d'avoir des enfants. Après, concrètement, aujourd'hui, nous vivons en fait dans un lieu collectif. Donc, je vis dans une maison à 15 mètres de mon ex-partenaire, et notre enfant passe d'une maison à une autre. Même si on a une organisation un peu une semaine, en fait, il est quand même très libre de passer d'une maison à une autre. On est resté 11 ans ensemble, et puis à un moment donné, elle m'a dit que le mode de relation ne lui convenait plus, puis du coup, ça a fait exploser notre couple et mon monde avec, voilà, et ça a été en fait une chance assez cool, en fait, parce que ça redéfinit notre parentalité,
Et je crois que en fait, j'ai quitté véritablement l'hétérosexualité quand en fait, elle m'a quitté. En fait, parce que ça m'a obligée à me dire oh putain, on va plus être un couple et on va plus élever notre enfant à deux, mais mon Dieu, comment allons-nous faire? Et en fait, ça se passe super bien. Voilà, ça a été hyper compliqué. Bien sûr, on a eu des heures et des heures de conversation. Mais aujourd'hui, elle vit avec son nouveau partenaire, qui vit en fait à 30 minutes de chez nous, donc il est là beaucoup. Il y a aussi ma partenaire qui co-vit avec nous, et parfois, on dîne tout ensemble. Hyper cool. Voilà, et donc notre enfant a 2 parents, mais en fait 4 figures parentales. Voilà, qui sont là très souvent, qui lui lisent des histoires, qui il prend le bain, voilà. Et c'est une chance. Voilà, c'est pas toujours facile et ça demande parfois vachement de négo, mais c'est vraiment hyper cool. Je rebondis un peu que tu dis, je quittais l'hétérosexualité quand elle m'a quitté, ouais. par rapport à ce partenaire. Je crois que ça appuie exactement à un endroit qui est hyper particulier, c'est de dire que la famille, ça fait partie de ce que c'est que l'hétérosexualité. Ouais, on est un vrai bon hétéro si on est parent. Est-ce que vous, du coup, en devenant parent, vous êtes dit, merde, je deviens hétéro comme les autres, j'ai un peu répondu. Ou alors, non, au contraire, en fait, je suis en train de devenir parent de manière tellement queer que ça me permet, en fait, d'être encore plus queer que ce que j'étais. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure sur le fait que quand tu as dit ça à tes parents, tu voulais être parent, et notamment le fait que tu disais tout à l'heure que tu étais riche, et la filiation dans les familles riches, notamment pour le patrimoine et l'héritage, c'est quelque chose qu'on transmet à ses enfants en fait, et souvent à ses enfants naturels. Donc je trouve ça c'est un point super important, je trouve. Que tu as soulevé. Et la question du coup, la question c'est être parent quand on n'est pas hétéro, est-ce que c'est là on se dit ah merde je deviens hétéro, comme les autres? En fait, même si j'ai eu mes deux enfants avec 2 hommes, je me suis jamais sentie hétéro parce que mon attirance pour les femmes c'est l'attirance que j'ai eue depuis toute jeune, donc je me suis jamais sentie hétéro, je me suis jamais sentie dans une norme par rapport à la façon dont j'envisageais ma vie. Et puis, je pense que de façon très révolutionnaire, j'ai accepté d'être un peu la bête curieuse en fait de la famille, parce que j'ai jamais eu un parcours classique, j'ai jamais eu des choix de vie qui correspondaient en fait à ce que tout le monde faisait chez moi en fait. Donc non, je me suis jamais sentie hétéro, et en ayant même des enfants du coup quand même avec des hommes, quand je parle de ma vie et du fait que je suis lesbienne, oui j'ai eu des enfants avec des hommes, je me sens pas quand il avait été hétéro avant en fait. Ils sont effectivement nés de relations hétéro, mais toute ma vie et tout ce que j'envisage et comment j'organise ma vie n'a aucun rapport avec ce qu'est l'hétérosexualité. Donc, non, ça n'a jamais été une inquiétude. La salle riche, mon podcast. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est des parents queer qui me disaient avoir peur de trahir cette idée que je deviens parent, mais à quel prix, ou en fait quelle trahison à quelle trahison je donne lieu par rapport aux queers? Est-ce que je suis un bon queer? Est-ce que les vrais queers ça rentre comme ça dans des cases? Est-ce que les vrais, enfin c'est des débats qu'on a depuis des années. Est-ce que les vrais queers ça se marie? Est-ce que les vrais queers ça a des enfants? Donc cette idée que c'est quoi être, enfin c'est du gatekeeping aussi, cette idée de c'est quoi être un vrai queer? Ce serait nécessaire. Est-ce que ce serait nécessairement ne pas s'inscrire dans nos institutions? Ou est-ce que c'est, et c'est plutôt ma posture, est-ce que c'est plutôt s'y inscrire si on le souhaite, mais aussi ruer dans les brancards au sein de ces institutions-là et faire bouger les choses à la hauteur de ce qu'on peut faire cheminer. Fait que je pense que il y a ce sentiment de trahison que moi j'ai beaucoup entendu, qu'à certains égards j'ai vécu aussi en tant que parent. Et il y a cette espèce de paradoxe où évidemment devenir parent, ça ne change pas notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Par contre, ça change beaucoup le regard que les autres personnes portent sur nous. Donc, à certains égards, dans certains moments de nos vies, on a ce qui pourrait être du hétéropassing, c'est-à-dire que quand on va, par exemple,
à l'école, chercher, porter les enfants, etc. On est rarement deux parents, donc par défaut, moi, il y a plein des parents à l'école de mon enfant qui conçoivent, qui me voient, puis qui pensent très probablement que je suis une mère dans un couple hétéro, que mon enfant a un père et une mère, et c'est pas le cas, et je vois pas de contexte où je ferais nécessairement toujours mon coming out à grande échelle non plus. Mais en fait, on gère ça parce qu'on se dit parfois c'est pratique de passer pour hétéro dans une société auprès de dire c'est un peu de répit, ou est-ce que c'est hyper emmerdant de passer pour hétéro dans ces contextes-là quand on est couvert? Je rebondis un peu sur ce que disait Audrey du coup juste avant, de dire ça ressemble à l'hétérosexualité vue de l'extérieur, de l'intérieur, pour moi ça ne l'a jamais été. Comment on gère ça? Mais je pense qu'il y a beaucoup de privilèges qui sont conférés à l'hétérosexualité. Donc, à certains égards, on peut chercher à en bénéficier. Et de surcroît, si on est moins privilégié dans d'autres aspects de nos vies, on peut se dire, ça vaut le coup de ne pas essayer de pas sortir du moule de façon problématique dans cette espèce d'autres sphères de notre vie. Après, moi, si je réponds à la question sur le plan personnel cette fois-ci, bien que j'ai pas nécessairement de circonstances qui m'amènent à faire systématiquement mon coming out à la sortie des classes, il n'en demeure pas moins que systématiquement en début d'année, on va voir les profs de nos enfants et on leur explique, il y a des fois la direction de l'école pour leur expliquer nous, notre type de famille, c'est ça. Donc, ce qui devrait avoir lieu de toute façon, vigilance s'il vous plaît quand vous parlez des familles, faites attention à vos propos, faites attention à ne pas présumer que tout le monde a nécessairement un père et une mère, nécessairement deux parents, nécessairement, etc. Donc, pour nous, c'est important de nous rendre visibles parce qu'on a des demandes à faire aux institutions, notamment scolaires. Mais après, c'est pas non plus une obligation et c'est pas parce qu'on est queer qu'on doit aussi porter sur nos épaules cette responsabilité de faire bouger les institutions. Il y a pas, on est déjà dans une posture qui est marginale et parfois fort inconfortable. Il nous appartient pas de en plus prendre la charge mentale de faire nécessairement bouger les choses. Jules, une réaction par rapport à ça? Je suis très d'accord. Voilà, salut. Non, en fait, moi, je me suis auto-coincée en fait dans une situation du fait de mon passing de mec cis hétéro. Mon ex-partenaire a un passing de meuf cis hétéro, voilà. Et du coup, je me suis coincée là-dedans. Et maintenant, j'essaye de m'en extirper, mais je ne sais plus très bien comment. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, en fait, je suis là à me dire, putain de bordel de merde, tout le monde nous voit comme un couple cis hétéro, et en fait, encore une fois, et ça, je remercie vraiment mon enfant, c'est qu'en fait, quand notre enfant part à l'école avec son vernis turquoise, sa polaire Reine des Neiges, son collant rose à paillettes, et en fait, obligatoirement se pose ces questions-là, et du coup, ça me permet, moi, de rentrer un petit pied tout doucement en disant, ok, en ce moment, on est en mode vernis turquoise, puis ça va rester comme ça, puis donc voilà, mais c'est vachement difficile parce que effectivement, on a énormément de privilèges et on a eu énormément de privilèges et j'en ai énormément de fait de ma position de mec blanc. Évidemment, c'est incontestable. En même temps que je n'ai pas envie non plus de faire partie du système et d'être solidaire d'une masculinité toxique et d'une hétérosexualité toxique. Donc parfois, j'ai un peu l'impression de marcher un peu sur un fil sans me mettre trop en danger parce que parfois, je crois que ma position peut être un peu dangereuse pour moi. Mais maintenant, j'ai pris la décision que je dis souvent à notre enfant, et le partenaire de mon ex est aussi trans, donc il sait très bien ce que c'est un garçon trans, voilà, et on lui explique souvent, et je me dis un jour ça va popper à l'école, et la maîtresse ou le maître viendra nous voir, et puis nous aurons cette conversation. J'avais envie de rebondir sur l'école parce que je trouve que c'est très important, et je trouve que pour moi c'est un des lieux où du coup je out là, pas parce que j'ai pas envie ou parce que je cache, voilà, mais je le fais pas parce que c'est pour protéger ma fille surtout, parce que l'école ça reste quand même un lieu de violence aussi entre enfants, et si c'est pas les enfants c'est les parents, ou si c'est pas les parents c'est aussi l'équipe éducative, et je suis une femme noire et ma petite fille est noire, qui a aussi ces questions de racisme. Donc, j'ai pas non plus envie que mon enfant porte ses fardeaux, en fait, sur ses épaules. Et donc,
je pense que je la protège de ça. Donc je pense que pour l'école et les parents de l'école qu'elle fréquente, je suis la maman célibataire, noire, voilà. Et parce qu'en plus elle est dans une école privée, donc c'est un public quand même qui est assez particulier. Une famille aussi très conservatrice dans la manière dont ils élèvent leurs enfants. Donc ouais, je pense que je la protège en fait plus que moi-même en fait, parce que moi je sais me défendre. Je voulais juste ça par rapport à ce que tu viens de dire, Audrey, que là c'est mon autre casquette, mais sur le plan scientifique, c'est quelque chose qui est documenté, puis c'est intéressant de le savoir. Moi, en tant que parent, je trouvais ça intéressant de savoir que sur le plan de la visibilité des parents queer dans l'école de leurs enfants, on voit véritablement aussi des patterns assez distincts, où quand les enfants sont généralement plus jeunes, à la petite école élémentaire, etc., les parents ont tendance à faire plus spontanément un coming out de manière à prévenir des difficultés, prévenir des manques de représentation, aller prévenir des situations problématiques. Et à partir du moment où l'enfant vieillit, ça devient un peu sa décision aussi de valider à quel point il ou elle souhaite être visible en tant qu'enfant de famille transparentale, homoparentale et autres dans son milieu, parce qu'il est vraiment l'enfant est directement concerné par la question. Et dès lors, souvent, on voit un effacement des parents qui décident de moins investir la sphère scolaire et de laisser plutôt à l'enfant concerné, le choix de rendre non visible auprès de qui, etc. Ouais. Ces questions qui concernent sa famille. Cette protection-là dont vous parlez, elle est extrêmement logique quand on sait qu'on est dans une société qui est, tu as dit le mot, Audrey, violente. Enfin, l'école est violente, la société est violente, c'est clair, différent. Est-ce que vous avez, par exemple, en tête des moments où, en fait, en tant que parent, on vous a fait comprendre, donc à l'école, que vous étiez, on va dire, avec le vocabulaire des gens polis, un cas atypique, ou des situations comme ça, ou d'autres périphrases pour dire vous n'êtes pas comme on avait prévu, entre guillemets. Si oui, dans quelle situation ça vous est venu et comment vous avez géré ça? Je vais rappeler, en tant que femme noire, c'est quasiment presque tous les jours en fait. Donc la question se pose quasiment pas pour moi. Parce que j'aurais trop d'exemples. J'aurais trop d'exemples. Après, je pense qu'il y a, pour ce qui me concerne, il y a aussi des fois une surperformation, je pense. Je surperforme, parce que c'est jamais agréable d'être pointé du doigt. C'est jamais agréable aussi d'être considéré comme une personne exceptionnelle par ses choix de vie, par sa sexualité, par ses modes de vie en fait. Donc soit je pense qu'il y a des moments où on performe, on veut être parfaite, ou soit, comme tu disais, Gabrielle, on se retire en fait, parce que je pense qu'on est fatigué des charges, on est fatigué aussi des attaques qu'on peut avoir, et puis ça demanderait tellement d'énergie en fait d'avoir à répondre constamment à toutes les attaques qu'on peut avoir, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sociétal, sur le plan économique. Donc je pense qu'il y a cette fatigue qui peut arriver très vite. Et je pense qu'il y a on continue à développer des techniques de préservation en fait, et qui fait que on peut pas être là tout le temps. Et je pense que le monde associatif ou même le monde militant, je trouve que ça peut être du coup des relais. Ça peut être aussi des endroits où on peut trouver donc des écoutes, des ADELF. Et je pense que c'est des endroits où aussi on peut se reposer en fait, et discuter avec des personnes qui vivent plus ou moins les mêmes choses que soi, discuter, trouver des techniques, et juste discuter, parler, échanger, partager en fait. Et je pense que c'est des bonnes structures pour se reposer, pour réfléchir, créer des communautés. Je pense que c'est important en fait, parce que la protection en fait, c'est pas possible dans un monde où on est attaqué constamment. Donc je pense qu'il faut effectivement, on est obligé en fait de se protéger, de se retrouver, voilà. Comme on fait là-bas. Voilà, exactement. Ah oui, je suis hyper d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ma technique de préservation ultime. C'est qu'en fait, on vit dans un lieu queer non mixte.
et j'ai une sociabilisation non mixte. Voilà, comme ça c'est clair, comme ça je m'enlève en fait des problèmes et je ne suis pas out en tant que trans auprès de personnes cis hétéros. Voilà, je considère que mes cousines voilà, sont mes cousines et le reste ne sont pas mes cousines. Voilà. Donc comme ça il y a un truc un peu fermé qui me fait une sorte de bain familial assez confortable et chaud. Et je me dis que finalement, nous, queer, étant issus dans tellement de cas de familles irrespectueuses et violentes, qu'en fait, eh bien oui, cette non-mixité confortable et douce, on la mérite largement, en fait. Pour rebondir, on parle souvent de famille choisie dans le milieu queer. Est-ce que vous avez une famille choisie, du coup, je vais la question, mais qui, du coup, vous a donné envie de dire, en fait, s'il y a une famille choisie, il y a peut-être famille qui pour moi, et je peux, du coup, en fait, être parent. Est-ce que ça a aidé, peut-être dans ton cas, juste de dire, en fait, il y a des gens à qui je peux faire famille de manière autre que la biologie, mais du coup, je peux être parent aussi. Carrément. Enfin, ma famille, mon ex-partenaire avec qui je vis est ma famille, pour toujours. Enfin, voilà, et c'est pas parce qu'on n'est plus en couple qu'on n'a plus envie de vivre ensemble, qu'on a arrêté de s'aimer. C'est vraiment ma famille. C'est ma famille avec mon fils, c'est ma famille avec son partenaire, c'est ma famille avec ma partenaire. On fait famille ensemble, et ce sont mes amis aussi. Et j'ai vraiment, et d'ailleurs, je pense d'une certaine façon que j'avais tellement envie de faire un enfant aussi pour ça, pour avoir une famille, en fait, pour me refaire une famille avec qui, même si j'ai des super rapports avec ma sœur et que c'est ma famille, le reste, il y a quand même un énorme blanc. Et j'avais très envie de ça, et c'est possible. Enfin voilà, je suis très heureux de ma famille choisie, vraiment. Une manière intéressante de se représenter ça, je trouve, c'est un peu comme l'idée des cercles concentrés. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir échangé avec une personne qui fait partie d'un throuple, d'un couple à 3 personnes, et cette personne-là me disait... et ça va illustrer ce que je veux dire. Cette personne-là me disait, donc justement, on est en couple à 3, ça se passe bien, on a un désir d'enfant. Moi, j'ai un désir d'enfant et une de mes partenaires a un désir d'enfant, mais la troisième personne, non. Comment on gère ça? Donc, en entretien, on a abordé la thématique et il se trouve que les 2 partenaires ont décidé d'avoir un enfant et que tout le monde a déménagé sur un plus grand terrain, plus éloigné pour être en mesure de se payer les coûts associés à la propriété. Et donc justement cette idée que justement il y a effectivement dans ce contexte-là une cellule familiale qui est plus petite, qui est donc ici 2 parents et un enfant. Il y a, si on prend un pas de recul, il y a un autre type de cellule familiale qui prend en considération l'autre partenaire et puis la personne qui a donné son sperme pour concevoir cet enfant-là et sa nouvelle partenaire. Et il y a des cercles encore plus grands qui peuvent ou non inclure, par exemple, les grands-parents de part et d'autre, par exemple les parents de cette troisième partenaire qui n'était pas impliquée dans le désir d'enfant. Se considèrent quand même grands-parents de l'enfant concerné. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on est vraiment à des années-lumière de cette représentation de la famille nucléaire qui laisse entendre que nécessairement, parce que il y a ces liens biologiques, nécessairement, il devrait y avoir ces liens sociaux, et ces liens sociaux devraient être forts et être maintenus à travers la durée. Ce qui est super chouette, enfin, ce qu'on gagne, je pense, à gagner, garder en tête de cette notion de famille choisie, c'est aussi son caractère fluctuant potentiellement. Cette idée qu'il y a des gens avec qui tu peux faire famille et qui t'apportent, et à qui vous apportez quelque chose à un moment donné de la vie, et puis on chemine, on n'est plus au même endroit, et cette famille-là peut se mouvoir et incorporer d'autres personnes et laisser d'autres personnes de côté. Donc cette idée de voir la famille comme quelque chose qui est potentiellement fluide et qui bouge, il y a quelque chose de vraiment magnifique et de très queer, il me semble, là-dedans. J'avais envie de rebondir sur le fait que tu parles de la famille nucléaire, et en fait la famille nucléaire, en fait, si ça a été un modèle qui a été imposé à tous et toutes, c'est surtout toujours par rapport au capital, en fait. C'est-à-dire, il y a une famille, il y a un père, une mère, le père est le patriarche. Tout ce qui va écouler économiquement, patrimonialement parlant, va rester dans la famille et va être transmis le plus souvent aux garçons. Bien entendu, et donc ce que je veux dire, c'est que la famille nucléaire, c'est l'exemple type
de la fermeture. En fait, il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur, il n'y a aucune ouverture sur un autre mode de pensée, de faire famille, de transmission aussi, parce que tout reste à l'intérieur. Et quand on éclate, du coup, quand on questionne ce modèle, on se rend compte que c'est juste parce que on ne veut pas admettre qu'il y a d'autres modes de pensée. En fait, il y a d'autres modes de vie qui sont possibles. Et dire cela aux gens, c'est comme si on avait l'impression que demain, personne ne voudrait plus faire d'enfant, mais ça n'a rien à voir, en fait. Je veux dire, le désir d'enfant, c'est pas lié à une identité sexuelle, c'est non plus lié à un genre. Et de garder ce sacro-saint nucléaire pour enfermer les gens, pour leur faire croire qu'il n'y a pas de modèle, alors que si, en fait, quand on regarde, ça dépend aussi effectivement où on évolue, mais quand on regarde bien, il y a très peu on voit qu'il y a différents modes d'élever des enfants, d'avoir des enfants, et ça n'a rien à voir avec son identité ou son genre. Ça enferme et surtout en fait ça oblige à lire des situations de fait qui existent dans la société aujourd'hui comme étant des situations par défaut ou malheureuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des familles nucléaires où des personnes se marient, restent ensemble jusqu'à leur mort et ont des enfants que dans le cadre de leur couple, pouvez-vous en nommer? Bon voilà, ça existe quand même très très peu. Il y a des gens qui divorcent, qui sont recomposés partout, sauf qu'en fait, ce cadre-là de l'hétérosexualité, de la famille hétérosexuelle, veut dire que c'est un drame si la séparation, il y a une absence de figure paternelle, si jamais il n'y a pas de père qui dans l'histoire et la mère est célibataire. Alors en fait, des mères célibataires, il y en a une quantité complètement dingue en France aujourd'hui. Donc au-delà de ce que tu dis, je me permets du coup de rebondir, c'est plutôt une remarque, une question. C'est de dire on n'arrive pas à penser des situations de fait qui existent aujourd'hui au-delà des familles queer comme étant des situations tout à fait vivables ou politiquement importantes à prendre en charge parce qu'on a une société, vous l'avez dit, je le redis, qui est basée sur les enfants sont élevés par deux parents et qu'on va alors qu'il y a de multiples manières autres de faire famille au-delà de juste être queer. Ouais. Comme tu viens de dire, Audrey. Et Gabrielle, oui, parce que je pense que tu mets là le doigt sur un truc qui est très important, c'est-à-dire que quand je parle à des gens de familles queer, on va souvent me dire, oui, mais attends, chez les familles cisgenres hétéros aussi, il y a des familles recomposées, il y a des femmes, enfin, c'est des configurations qu'on trouve ailleurs. Il s'agit pas de dire que c'est pas le cas, mais il s'agit de dire, comme tu l'as indiqué, que ce qui est souvent perçu comme un échec par des familles cis hétéros, c'est ce qu'on a construit en tant que famille queer comme étant nos fiertés. C'est ça. C'est pas nos modèles par défaut, c'est pas l'échec de nos familles biologiques construites qui ne fonctionnent pas, puis le mariage est rompu, puis il y a des ruptures, puis il y a des nouveaux partenaires qu'il faut inclure, puis ça, tu sais, cette difficulté-là. À faire appel à un donneur, par exemple, c'est ça, qui est un échec de base en couple hétéro, qui est en fait la base potentiellement d'un couple queer, et ça fonctionne par la personne, etc. Je te redonne la parole. Ben absolument, mais c'est cette idée un petit peu que étant donné l'absence de modèle, étant donné que par défaut du fait de qui on est, des couples conformes et de nos attirances et de nos identités, on ne marche pas dans les pas de ces modèles familiaux plus traditionnels, plus normatifs, mais par défaut, ça nous ouvre enfin un certain horizon pour penser de manière un peu décomplexée la famille. Il ne s'agit pas de dire tout est facile, tout n'est pas facile, puis on en a parlé, puis on va en parler aussi, mais il s'agit un peu de dire que on est un peu, enfin on se trouve un peu dans l'angle mort. On va pas considérer enfin, les familles queer, moi, à qui j'ai parlé, ce que je trouve magnifique chez elles, c'est cette idée que on est sur des configurations qui sont souvent arrimées très, très étroitement avec les désirs des gens, avec les ressources disponibles à un moment donné, avec leur désir d'implication. Donc, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 parents, mais on est sur des gens qui sont souvent en train de verbaliser au mieux. Moi, je suis en capacité de donner ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux donner à ce moment-ci de ta vie en termes de temps, en termes de ressources, en termes d'autres choses? Et donc, on est sur ces modèles-là qui sont vécus et établis comme des succès et non qui résultent de l'échec de quelque chose. Je sais pas si tu veux. Peut-être que je dois y hocher de la tête. Non, mais je suis d'accord avec toi, en fait, qui sont vécus, en fait, qui sont négociés. En fait, il y a rien qui est par défaut, justement. C'est-à-dire que c'est une perpétuelle négociation.
c'est parfois très très difficile, parfois c'est très compliqué, parfois je me dis oh là là mais quel gros bordel, mais c'est pas grave en fait, on renégocie puis on se repose à table et on rediscute et effectivement on essaye d'être, et ça c'est super important pour nous, d'être au plus près des désirs de chacune. C'est-à-dire vraiment, ok, en ce moment, est-ce que t'es fatigué, est-ce que t'as du temps pour l'enfant, est-ce que t'es ok là pour donner le bain, t'en peux plus du bain et faire la bouffe, bah ok, bah quelqu'un d'autre va prendre le relais puis tu reviendras quand t'auras envie. Enfin, ce truc-là, c'est super important mais je crois que nous-mêmes, ça nous demande, et ça a été un énorme défi pour moi-même d'abandonner mes constructions hétéronormées et nucléaires, et Dieu sait que ça a été un long chemin, quoi. Je vais rebondir parce que je trouve que c'est super intéressant dans la mesure où ces dernières années, il y a eu pas mal de podcasts, livres ou essais concernant la vie hétérosexuelle quand on est une femme cis-hétéro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu fatiguée de ces discours-là parce que ils sont effectivement questionnés et c'est questionnable de remettre en question les hétéros. Mais je trouve que c'est des questionnements qui sont tellement, quand on est queer, on est tellement plus avancé en fait. On est tellement en retard. Donc quand je dis ça, en fait, je comprends plus en fait. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? On sort de l'hétérosexualité ou pas? Parce qu'en fait, tant que vous vivrez dans ces dynamiques-là, vous aurez toujours ce problème de il n'a pas sorti la poubelle, il n'a pas fait la vaisselle, il change pas, il n'emmène pas les enfants à l'école. Ça restera comme ça en fait. Tant que vous resterez dans ce modèle-là, vous serez dans ces dynamiques-là et ça ne changera pas. Donc, on sort de l'hétérosexualité ou pas? Et je pense que nous, quand on regarde un peu et qu'on est sorti de ces dynamiques, moi, ça me fait rire aujourd'hui parce que... So what? On fait quoi aujourd'hui? Bah, c'est pas qu'on est sorti, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions, c'est sûr. Mais est-ce que... Oui, c'est sûr, mais est-ce que ces personnes-là qui se les posent sont prêtes aussi à quitter les privilèges que la famille hétéro leur confère aujourd'hui? C'est plutôt ça la question. Elle est matérielle, elle est économique, elle est sociale. Et quand on est queer, on est obligé de se poser ces questions, on est de fait exclu de la société. Donc s'exclure de la société, c'est quand même très dur. Et je pense pas que, avec tous les questionnements qui sont là, pour moi, si elles sont encore dans cette dynamique, ces personnes concernées, je veux dire, c'est parce qu'elles savent très bien le prix de l'exclusion. Ouais, moi, je suis juste contente qu'on a enregistré cette dernière intervention. Mais voilà, pour poursuivre sur cette idée ce luxe de se poser la question de déconstruire l'hétérosexualité et tout ça, et ce partage des tâches qui se veut aussi équitable que possible, l'idée de dire on s'arrive au mieux à ce que chaque personne est en mesure de donner à un moment précis de la journée ou de la vie. Hein. Je pense que si on pense à un exemple précis, hein, qui est l'exemple de la grossesse, par exemple. Et souvent, par exemple, dans les couples cisgenres hétéros, on va se dire, ben, par défaut, c'est sûr que la grossesse, c'est la femme qui vit la grossesse parce que voilà. Et donc, la femme vivrait la grossesse, et nécessairement, si c'est la femme qui vit la grossesse, ben, c'est la femme qui va allaiter si l'allaitement est souhaité. Donc, c'est la femme qui allaite. Et donc, si c'est la femme qui allaite, nécessairement, ça va faire que l'homme ou le père se trouve en périphérie, va porter un verre d'eau, va changer la couche peut-être, mais aura un rôle périphérique. Et si c'est la mère qui allaite et qui se réveille jour et nuit pour allaiter aux 2-3 heures, ben nécessairement, le congé parental sera plus long pour la mère que pour le père. Donc nécessairement, ce sera la carrière de la mère qui sera hypothéquée davantage. Et donc on voit à quel point ça constitue un tapis roulant. Et l'intérêt, moi, ce qui m'a énormément intéressé, notamment, c'est de parler à des familles queer qui avaient pas conçu ça comme une fatalité, de se dire que parce que il y a une personne qui est en capacité de porter un enfant, nécessairement cette personne voudrait porter un enfant. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Et donc, par exemple, si on fait référence à des couples, notamment des couples de femmes qui ont recours à la ROPA, donc cette méthode où on va prélever les ovocytes chez une personne pour que l'autre personne puisse porter un enfant, si tout se passe bien. Il y a vraiment cette réflexion de comment partager au mieux les tâches
incluant les tâches liées à la conception de l'enfant. Donc, il y a cette idée de, moi, je stimule ma production je ne sais trop, je suis pas biologiste, mais je stimule ma production pour préparer mes ovocytes. Il y a cette idée de prélèvement des ovocytes. Ensuite, par exemple, un autre exemple connexe, c'est cette idée de la lactation induite. Cette idée que la charge, qui est une charge, la charge de l'allaitement d'un enfant, n'incombe pas par défaut à la personne qui a porté l'enfant. C'est-à-dire que c'est un cas de figure potentiel, mais il y a d'autres personnes qui peuvent, si l'allaitement est souhaité, générer une lactation. Et dès lors, à partir de ce moment où on prend conscience de ces modalités différentes, on se questionne sur est-ce que c'est nécessairement une fatalité que le couple, pèse davantage sur la femme que sur l'homme, etc., etc. Donc ces oppressions-là, elles sont tout de suite remises en question, questionnées. Peut-être ce que vous dites toutes les deux par rapport à les hétéros vont pas assez mentir, sur la question, sur leur réagi, etc. Pour ajouter ce que vous avez dit, il y a aussi l'idée que les questions de biologie sont pas tellement questionnées par les personnes cis de la manière qu'ils devraient être questionnées. Peut-être que la base aussi de ce qui nous unit en tant que personnes queer, c'est de savoir qu'en fait, être parent, ce sera forcément un choix, un travail, une réflexion, une discussion, des dialogues et un parcours parfois médical complexe, juridique complexe, chose que les hétéros n'auront jamais, cis-het n'auront jamais à vivre, parce qu'en fait, à la fois, et l'accompagnement médical et juridique est pensé en fait pour ces personnes-là. Est-ce que c'est pas là la chose qui nous sépare le plus en fait en termes de vécu, et qui fait que potentiellement, en fait, se faire famille, c'est déjà là, c'est posé par ces questions-là, qui sont pas des questions de biologie même, mais des questions de société tout court. Quel droit on a? Est-ce que c'est possible d'être parent juridiquement son enfant ou pas? Est-ce que c'est là la plus grande fracture qu'on peut avoir au-delà de sortir du privilège économique et tout ça? C'est une question très large, pardon. C'est une question je pense que l'arsenal sociétal et juridique est effectivement en faveur des familles hétéros. Après, on a eu, à coup de combats, de luttes et d'années, on a les personnes queer ont acquis certains droits, même si les personnes trans restent quand même exclues de certaines problématiques liées à la parentalité, ce qui reste un gros morceau, je pense, parce que l'égalité, elle n'est pas là, en fait. Il y a aussi, on parlait d'appariement de l'ovocyte, et quand on est une personne noire et qu'on veut un bébé qui nous ressemble, c'est très dur de trouver des ovocytes noirs aussi. Donc je pense qu'il y a toute une mobilisation aussi à faire dans la communauté noire concernant l'ovocyte. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'adoption, parce qu'il y a aussi il y a l'adoption aussi, qu'on doit aussi avoir un dialogue sur être parent, c'est pas forcément être parent d'un enfant issu de nous-mêmes. Et là, je pense que c'est encore quelque chose qu'il faut travailler. Et puis, je rajouterais dans mon cas personnel, quand on est famille monoparentale ou solo-parentale, c'est vrai que ça reste aussi une sorte de zone grise, parce que les familles monoparentales, ça concerne quand même beaucoup de personnes. On peut être aussi monoparental et queer. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu atténuer mes difficultés sociales en étant une femme maman solo, parce que ça rajoute aussi des difficultés éducationnelles quand on doit éduquer un enfant toute seule, quoi. Donc, l'arsenal social et économique n'est pas fait pour les personnes qui sont en marge, tout simplement. En fait, tout est pensé d'un point de vue blanc hétéro, en fait. Tout. C'est-à-dire l'accès, comme tu disais, aux gamètes. C'est un impensé absolu. Par exemple, il y a combien de personnes cis hétéros sont tombées de leur chaise quand elles ont appris qu'en fait les personnes trans devaient être stériles pour avoir leur papier. De toute façon, l'idée même de se reproduire n'était plus possible parce qu'on avait été stérilisés, en fait.
Jusqu'en 2016. Exactement. Enfin, je veux dire, ça va, tu vois, c'était hier, quoi. Et ça, par exemple, c'est un impensé absolu. C'est-à-dire que les gens sont là, ah bon, mais c'est incroyable. Bah ouais, c'est incroyable, effectivement. Ouais, je t'avoue, c'est incroyable. Donc voilà, donc ne parlons même pas des personnes intersexes. Enfin, je veux dire, tout est pensé d'un point de vue blanc et hétéro. Et au-delà de ça, la PMA, mais absolument. Et d'ailleurs, les hommes trans ne peuvent pas avoir accès au PMA. Enfin, à la PMA, je veux dire, tout est pensé. Alors, dans le meilleur des cas, enfin, bref, effectivement, c'est toujours, il y a l'impensé, en fait, de la parentalité autre et infinie. Absolument. Puis, au-delà de ça aussi, il y a cette idée que, nécessairement, tout le monde souhaiterait avoir soit avoir une filiation biologique, soit avoir les apparences d'une filiation biologique. Ouais. Et tu parlais d'appariement tout à l'heure, et c'est dans certains cas quelque chose qui est souhaité. Mais par exemple, encore une fois, je m'en remets à mon expérience personnelle, quand on a eu le deuxième enfant que j'ai porté, on a été en clinique de PMA, et parmi les démarches, il s'agissait, la médecin qui nous accompagnait a demandé à mon partenaire ses mensurations. Combien vous mesurez, combien vous pesez, vos cheveux sont telle couleur, et je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on cherchait à faire un appariement entre mon partenaire, oui, pour que l'enfant ressemble, pourquoi? Enfin, je me dis, dans tous les cas, personne ne va penser que cet enfant-là est issu de nous deux sur le plan biologique. À qui on raconte cette fiction médicale et cette fiction sociale? C'est pas moi qui en ai fait la demande. Donc pourquoi cette question d'appariement, elle soulève l'importance qu'on accorde à cette filiation biologique et le fait que dans bien des cas, on souhaite, potentiellement, il y a des parents cis hétéros qui vont souhaiter cacher en partie le fait qu'ils ont eu recours à des procédures de procréation médicalement assistées, ce qui est par défaut pas le cas de bien des couples queer qui n'ont pas le luxe de présumer de ne pas avoir ce passing hétéro. Tu parles de fiction et c'est le bon terme, parce qu'en fait, concrètement, la PMA au départ était réservée aux couples hétéros et que l'idée de ne pas montrer qu'il y avait aide à la procréation était là partout. Donc, forcément, les parents ne sont même pas au courant. Les parents hétéros qui seraient là, oui, on veut juste un enfant, point, ne sont pas au courant qu'en fait, on est sur un système qui considère en fait que la filiation biologique est la seule qui est valable. Et du coup, en fait, toute aide médicale en fait doit être cachée, quoi. Pardon, non, je disais, il y a aussi la grande fiction du donneur. Oui, c'est génial, ça. C'est un grand livre aussi, ça. Donc, quand tu demandes, je veux dire, c'est incroyable qu'en fait, ce soit si compliqué d'avoir accès aux donneurs. Parce qu'en fait, ça participe de cette histoire. Alors, je comprends qu'il y ait des donneurs qui n'aient pas envie d'être connus, et c'est un autre sujet, mais je pense que la racine de l'histoire, c'est que surtout, en fait, cette personne n'existe pas. Elle ne doit pas exister, en fait. C'est une fiction, quoi. Donc, nous, on s'est battus pour que notre enfant puisse avoir un donneur ouvert et qu'un jour, il puisse avoir accès à son donneur s'il a envie. Mais à qui cette histoire est débile, quoi. Et c'est surtout pour pas avoir, je pense que c'est surtout pour pas avoir, l'opprobre de montrer que l'enfant est issu de quelque chose de, entre guillemets, bizarre. C'est quelqu'un qui a participé à la parentalité alors qu'il n'est pas là. Bien sûr. Il faut le cacher, quoi. Et aujourd'hui, la loi en France, elle a changé. Les donneurs ne sont plus anonymes à 100%. Il y a un accès possible à la majorité de l'enfant né du don pour avoir accès aux donneurs. Donc ça aussi, ça change. Et quelque part, c'est aussi bien sûr des mouvements qui viennent de quelque part la marge, complètement qui font bouger aussi des normes hétéros. Et ça fait un peu aussi grincer des dents au passage. On a je te vois bien, Gabriel. Oui, ça grince un peu des dents. On a beaucoup parlé de difficultés, de ce qui dans la société est compliqué à traverser, etc. Est-ce qu'on peut quand même, avant de passer le micro à la salle, parler de ce qui fait, et le mot a été prononcé par Gabriel tout à l'heure, la fierté de faire famille autrement, d'être aux amis près. Donc vous, en fait, elle se place où, votre fierté, dans quel moment, avec est-ce que vous avez une anecdote, un moment en tête spécialement, ou juste quelque chose que vous aimeriez partager avec la salle pour dire, voilà, moi je suis fière parce qu'en fait, on a traversé tout ça, ou parce qu'en fait, mon enfant est extrêmement heureux dans notre famille et qu'en fait, on a la preuve que la famille c'est d'abord ce qu'on construit comme une relation avec des gens avant des questions de papier ou de galère. Moi je dirais que aujourd'hui je suis très heureuse et c'est au regard des commentaires ou des remarques que je peux recevoir, surtout concernant ma fille, parce que c'est elle qui est la plus petite,
qui est plus ou moins plus visible dans mon parcours parental. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, alors je ne sais pas si c'est de l'étonnement, de la surprise, je ne sais pas si je dois le prendre bien ou mal, mais qui me font des compliments, ta fille elle est super, ta fille elle est libre, ta fille elle est ceci. Et dans ma tête, moi je me dis, mais je suis très contente parce que du coup j'ai réussi, après ce long parcours, à pouvoir faire disposer donc, à ma fille d'une vie agréable, d'une vie confortable, d'une vie heureuse. Et en ruissellement, moi aussi je suis heureuse, et ma mère aussi. Et on participe toutes et tous dans cette joie en fait. Et je pense que quand on est à l'extérieur dehors, je pense qu'il y a rien qui fait la différence en fait. Je veux dire, elle va à l'école, elle apprend ses leçons, elle va à la gym. Et en fait, je pense que moi, ma fierté, alors je sais pas si c'est ça, mais c'est ce que je dis souvent, c'est je revendique la normalité en fait. Je suis normale, je vais travailler, j'ai des amis, je sors, je vais au resto, je suis comme vous en fait. Et donc, toujours pointer du doigt ce qui serait des différences, pour moi c'est pas pertinent dans la mesure où on est tous et toutes embrigadés dans cette société dans laquelle on doit travailler, dans laquelle on doit plus ou moins faire des preuves, et donc quand on y arrive, chacun et chacune à son niveau, on a gagné en fait. C'est tout. Ouais, je suis hyper fière. En fait, avant tout, je suis fière d'être trans, je suis fière d'être intersexe, et je suis fière d'être queer. Et je remercie tout ça parce que ça m'a permis en fait de penser ma famille autrement et d'élever, de participer à l'éducation de notre enfant autrement. Je pense que nous avons un enfant heureux. Je pense que nous avons un enfant libre qui s'habille exactement comme il veut, qui est exactement à l'endroit où il a envie d'être, au moment où il a envie d'être, c'est-à-dire chez sa mère ou chez son père quand il a envie en fait, même si bon parfois niveau orgasme pas génial mais c'est pas grave, voilà, parce qu'en fait il sait exprimer des demandes, et je pense qu'en fait c'est parce qu'on lui a laissé cet espace là, parce que nous-mêmes nous avons cet espace là pour réfléchir à nos vies, et qu'en fait du coup on lui dit regarde, tu peux choisir. En fait, regarde, nous on a choisi, tu peux choisir. On peut choisir tous ensemble des trucs cool, et après on égo, en fait. Et on voit comment tout le monde peut se garer en épi ou en parallèle, quoi. Mais en vrai, on va tous trouver de la place. Et voilà, en fait, c'est ça qu'on fait. Donc ouais, je suis hyper fière. Je veux juste dire que c'est tellement important qu'on entende à quel point nos parents queer sont fiers, dont je fais partie, je suis fière aussi, et je peux vous en parler, mais je veux juste dire que on a tellement entendu, les études ont cherché à documenter c'est quoi le problème avec nos familles, en quoi nos enfants sont pas adéquats. On a cherché, ça fait des décennies qu'on cherche, et là je m'inclus pas dans ce rond en l'occurrence, mais que les chercheurs essaient de documenter à quel point peut-être le fait d'avoir deux mamans, mais c'est un problème parce qu'il n'y a pas de figure masculine, ou le fait d'avoir un parent trans, nécessairement ça serait de la confusion sur le plan du genre avec les enfants. Et donc c'est pas à défaut d'avoir cherché, mais on n'a pas trouvé. Les chercheurs n'ont pas trouvé ce qui manque à nos enfants. Et moi, ça me fait plaisir de me dire que on commence à être dans une posture où on n'est pas en train de défendre notre existence, mais on est en train d'être dans une posture de fierté par rapport à nos familles. Et ça, franchement, je vous écoute, je dis ces mots-là, puis j'en ai des frissons. Puis c'est pas parce qu'il fait froid, parce que j'ai une grosse veste dans la nuit. Donc, je pense que c'est des choses qui font plaisir à entendre. Oui, on sort des sentiers battus d'une manière ou d'une autre, des fois beaucoup, des fois un peu, à la fois dans la manière dont on conçoit nos familles, dont on arrive à cette parentalité-là, mais aussi, puis il y en a été question dans vos dernières interventions, je pense que aussi, à certains égards, dans la manière dont on éduque nos enfants. Et en tant que parent, moi aussi, c'est quand je vois mon aîné qui a presque 13 ans et la manière dont elle a un regard critique sur, je veux dire, des questions de rapport de pouvoir à 13 ans, je ne peux qu'imaginer de quoi j'avais l'air à 13 ans avec mes petites peluches et autres. Je veux dire, à des années-lumière de là où j'en étais, et j'ai avec admiration que je vois ça aller de l'avant. Et je pense que je suis assez convaincue que c'est pas étranger au fait qu'elle a été élevée dans une configuration familiale et avec des valeurs familiales qui sont les nôtres. Je pense que d'une certaine manière, il reste des enfants, parce que c'est important qu'il reste des enfants, mais ils ont une lecture de la société et une certaine maturité, en fait, qui fait que
qu'est-ce qu'ils, peu importe ce qu'ils choisiront pour eux par la suite, ils auront une ouverture en fait sur le monde qui leur donne de l'avance. Pour moi, c'est indéniable. Et je le vois par rapport à mes deux enfants, parce qu'ils ont 10 ans d'écart, ils sont pas nés dans les mêmes contextes. Et quand je vois mon fils qui a 18 ans, qui est un garçon avec tous les problématiques d'être un homme, et ma fille, je vois que l'espace que j'avais, que je n'ai pas eu avec lui, et l'espace que j'ai avec elle, c'est complètement, mais c'est à des années-lumière. Non seulement ils n'ont pas le même père, non seulement ils ont 10 ans d'écart, mais je vois qu'elle, par rapport à lui, elle a de l'avance en fait sur la société, sur la famille, sur comment être libre et comment se positionner dans la vie, qui fait que, pour moi, ouais, c'est vraiment, du coup, c'est un privilège, je trouve. C'est de l'or, parce que je pense qu'ils pourront se faufiler un peu partout et stand, en fait, pour nous, pour leurs proches, pour leurs amis par la suite, parce que c'est vraiment une ouverture et une lecture assez différente de comment envisager la vie. Petite seconde de pause, émotion, c'est même pas vraiment, franchement. Voilà. On va peut-être passer le micro dans la salle si vous avez des questions. Moi, je n'en pense pas, c'est faux, mais je pense que c'est important que la salle pose aussi des questions. Allez-y, vraiment, n'hésitez pas, on a du temps, profitons. Merci, ouais, c'était super d'entendre tout ça, d'un moment d'être ensemble, hein, même dans le public, on sait qu'on est entre nous, j'ai envie de dire, et c'est vraiment précieux. Merci à tout le monde pour ça. Et moi, je voulais un peu réagir à ce qui a été dit sur la biologie, l'apparemment, parce que, donc voilà, moi, on a fait un enfant avec une repas avec ma compagne, et il s'est passé un truc qu'on n'entendait pas du tout, et plusieurs fois, où des gens me regardent et disent « Ah bah oui, il a les yeux bleus, c'est normal, vous avez toutes les deux les yeux bleus. » Ou alors, une amie de ma compagne qui dit « Ah oui, il te ressemble vachement à elle. » Et elle se tourne vers moi, elle me dit « Par contre, toi, je te connais moins bien, donc j'arrive pas forcément à retrouver les traits chez toi. » Et donc, en fait, une médecin aussi, même qui nous a dit ça, qui nous a regardé toutes les deux, ils oublient. Enfin, on n'a pas compris à chaque fois quand ça s'est produit, ils ont oublié que ça n'est pas possible que cet enfant soit lié biologiquement à nous deux. Mais ils oublient en fait. Et même la mère, ouais, qui m'a dit « Ah bah oui, tu te ressens. » Ah non, c'est pas ça. Et donc, c'est assez fou, je sais pas ce qui se passe dans ces moments-là, où c'est tellement évident pour eux qu'un enfant est biologiquement issu de ses deux parents, que même quand ils sont face à une situation où de manière très très évidente, ça ne peut pas être le cas, ils oublient. Oui, c'est ça. Parce que l'hétérosexualité est tellement forte. T'as remarqué le nombre de personnes hétéros qui parlent d'un couple de Gwyn en disant il. C'est génial, faites attention, vous verrez. C'est extraordinaire. En fait, ils disent ouais, non, mais donc ils sont, alors qu'ils savent pertinemment que ce sont lesbiennes, mais l'hétérosexualité est trop forte. Le elle au pluriel, ça marche pas. C'est la neutralité. Et puis il y a toujours ce besoin de toujours se rapprocher de quelque chose qu'on connaît. Et en fait, quand on est étranger à une situation, c'est tellement perturbant que le seul moyen de se sentir confortable, c'est de se rapprocher de quelque chose qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est les enfants ressemblent à leurs parents ou à leur maman, à leur père. C'est pas possible d'être dans une autre configuration. Par rapport à ça, effectivement, de voir les choses au prisme de la normalité, selon nous, ça se donne à voir dans d'autres situations qui sont assez cocasses, mais par ailleurs aussi problématiques auprès des parents queer, notamment j'ai en tête, en écoutant, un couple, enfin j'avais interviewé deux partenaires séparément, donc un couple de lesbiennes, une lesbienne du couple était butch, l'expression de genre, et donc c'est des termes qu'elle utilisait elle-même, et c'est elle qui a porté l'enfant. Et donc, on est face à un cas de figure où on a un couple de femmes, la femme qui est perçue comme étant plus féminine n'est pas enceinte, la femme qui est perçue comme étant plus masculine est enceinte. Et les espèces de quiproquos que ces femmes-là se sont prises, notamment dans leurs interactions avec le personnel médical, où systématiquement, même jusqu'à la fin de la grossesse, le médecin qui faisait leur suivi, donc qui les connaissait par ailleurs, s'adressait systématiquement à la future mère féminine.
celle qui n'était pas enceinte, comment se passe votre grossesse, etc. Jusqu'à la fin de la grossesse, alors c'était des situations absolument aberrantes où l'autre était enceinte, parfois une fille de 8-9 mois avec un énorme ventre, mais par défaut, parce que ce qu'on lit comme étant une grossesse, on voit ça comme étant intrinsèquement féminin, et on voit ça lié à une expression de genre féminine, et donc nécessairement, le fait qu'on se tourne vers l'autre partenaire, ça dit beaucoup de la manière dont on conçoit une grossesse par une personne non féminine comme étant illisible, inintelligible. Et c'est vraiment intéressant, en fait, c'est comme un peu des manières dont on va voir, dont les gens laissent transparaître leur conception de ce qui est adéquat, non adéquat, normal, non normal, etc. Il y a plein de choses qui m'ont animé dans cette. J'ai trouvé ça génial de parler des cercles concentriques. Enfin, moi, ma situation personnelle, c'est une parentalité queer et une parentalité monoparentale. J'ai décidé de faire mon enfant toute seule, et j'ai demandé à un donneur de faire de manière non médicalisée. Un accord de confiance. Voilà, c'est aussi un geste d'amour dans une amitié. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup cette question de l'amour, de la sexualité sous-entendue et du couple. Et ça, c'est une aporie de la discussion que j'ai. Enfin, comme je suis concernée personnellement, je vois bien qu'il y a quand même, on reste toujours dans cette idée. Déjà, moi, j'ai beaucoup eu la remarque mais il faut 2 parents. Moi, j'ai rien contre les gays. Les 2 parents. Tu vois, ça peut être un homme et une femme, mais il faut qu'ils soient 2. Ça, c'est quand même le gros truc. Et c'est 2 parents parce qu'il faut qu'il y ait ce lien d'amour. Moi, il y a de l'amour dans mon amitié avec mon donneur, qui est pas du tout présent dans la vie de mon enfant, qui effectivement, et on verra plus tard quand elle a raison. J'ai juste passé, je pense que c'est ça qui me fait chialer, c'est que j'ai passé, j'arrive pas à penser à ce moment, j'ai passé ce stade où ma fille m'a demandé, mais elle a 2 ans, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est un enfant de 2 ans, elle m'a demandé comme on teste les mots, quoi, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive, elle fait « Papa !» Et toi t'es là, bon, ok, bon, je vais me préparer, il va falloir que je lui parle, mais bon, enfin, je suis en train de passer ce moment-là avec mon enfant, de dire papa. Du coup, on a eu cette conversation, mais une conversation encore une fois avec un enfant de 2 ans, où elle, ce qu'elle m'a renvoyé, c'est, elle a un peu râlé quand je lui dis, bon, écoute, on va parler, je te dis, voilà, papa, c'est comme ça, il y a moi, et puis il y a d'autres personnes dans ta vie. Et en fait, c'est ça la question que j'ai posée. Il y a d'autres personnes dans la vie de mon enfant, il y a notamment une femme qui est une amie très proche, qui était là quand je vis un peu en collectif. On vit pas tous ensemble, on s'organise ensemble dans un village. Et je fais partie de cercles féministes donc j'ai annoncé le fait que je voulais avoir un enfant seul. D'abord à cette journée de personnes, c'est une expérience collective pour moi c'est très important. Donc pas du tout dans le cadre de couple, pas du tout dans le cadre de relations amoureuses, c'était un enfant, je sais pas comment dire, différent. Et du coup voilà, moi la question que je me pose et que j'aimerais que vous posiez avec moi, et si vous avez des exemples ce serait génial, c'est la question du rôle de ces autres personnes qui ne sont pas des partenaires, qui ne sont pas des partenaires des parents, enfin, quel statut, quel nom trouver, parce que oui, quand je dis à ma fille, t'as pas de papa, mais il y a Arina. Et que je vois bien qu'elle fait souvent le lapsus de dire maman, et du coup je lui dis, elle a dit non, si. Enfin bref, quel mot on a pour désigner ces personnes, parce qu'en fait on a un peu besoin de mots, et j'ai pas envie de dire cette autre personne qui s'occupe de toi, c'est ton papa, ou c'est ton autre maman, enfin comme ça, je veux dire, je trouve qu'il y a bref, je trouve qu'il y a un truc qui nous manque dans ces inventions, quoi. On a des mots inventés, qu'est-ce qu'on... Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour cette question qui est hyper importante, et je suis très contente qu'on puisse en parler. Merci pour la question, et je trouve ça intéressant parce que
ça fait un peu écho à des bagages culturels, que ce soit dans la culture caribéenne ou même africaine. C'est très courant que les enfants, même s'ils savent très bien que c'est leur papa ou leur maman, mais il y a beaucoup de familles où l'enfant est confié à d'autres personnes et pas forcément les personnes de la famille. Par exemple, on a aussi beaucoup de tata pour des personnes qui n'ont pas forcément la tante de l'enfant, mais c'est parce que tu es plus grande, tu peux être la tata d'une personne parce que tu es un peu plus âgée, tu peux être la tata de la personne parce que tu la babysites, tu es sa cousine. Donc je pense que dans notre culture, on dit souvent que pour élever un enfant, il faut un village. Donc en fait, on élève très rarement, on élève des enfants seuls. En fait. Il y a la grand-mère qui intervient, la tante, la cousine, et pas forcément avec un lien familial, mais il y a un rapprochement, on se sent plus concerné par l'éducation. L'enfant est à tout en fait. Et c'est assez commun en fait dans nos cultures, que ce soit caribéenne ou africaine, que l'enfant même soit confié de façon pendant une période à une autre personne, donc vivant en France avec la tata ou une autre famille qui n'est pas leur papa ou leur maman. Donc, je pense qu'après c'est à soi-même ou même après quand l'enfant grandit de trouver les mots, le nom qui convient le mieux à chacune. Et je pense que c'est libre de trouver une appellation qui nous convient le mieux, je pense. Mais je pense que c'est une ouverture en fait sur les possibilités de faire venir et de faire intervenir en fait à certains niveaux certaines personnes. Je trouve ça génial en fait de pouvoir avoir ce renfort en fait. On ne peut pas élever un enfant seul, c'est très difficile. Juste un truc, ça me fait penser. Mon fils a rebaptisé de lui-même en fait le nom d'un partenaire. Et je pense que même s'il a fait une histoire de prononciation, il a continué à l'appeler comme ça, alors même qu'il pouvait très bien dire ses femmes autrement. Et en fait, je me suis demandé si à un moment donné, il n'avait pas besoin d'appeler un partenaire par un nom que seul lui avait. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était un lien en fait d'amour qu'ils étaient en train de créer et qui n'appartenait qu'à eux. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas con de donner un autre nom de papa ou whatever, en fait, mais qui n'est pas le prénom choisi. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas entre deux personnes à un moment donné, un enfant et un adulte. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est une façon intéressante de faire famille, de se rebaptiser. Finalement, on sait bien se rebaptiser, les couilles on aime. Donc, franchement, on découle un nom frère. Merci pour ta question. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans les préoccupations des parents queer, que ce soit avant d'avoir un enfant ou au début, il y a beaucoup cette question de comment nommer les gens, comment nommer les personnes impliquées. Et puis, il y a souvent des réflexions autour de comment se faire appeler en tant que parent. Par exemple, si mon enfant a deux mères, est-ce que les deux vont se faire appeler maman? S'il y a une transition, comment on passe d'un terme à un autre? Pour un parent non binaire, comment on essaie de négocier l'espace qui est moins ou non genré au sein de termes qui sont très très genrés. Et ça, c'est pour effectivement la question du rôle des parents, peu importe qui ils sont dans la vie de l'enfant. Ce que j'ai beaucoup entendu par rapport à d'autres adultes significatifs qui ne sont pas les parents et qui ont une relation privilégiée avec l'enfant, c'est beaucoup d'une part ce que tu as nommé, c'est-à-dire que souvent, même si on théorise énormément de choses en tant qu'adulte, on peut contrôler les choses, mais il y a souvent l'enfant qui va venir avec
un terme, et ça vient, c'est souvent généré des fois par une difficulté de prononcer un nom qui est plus compliqué, puis on va avoir un petit surnom qui reste et qui perdure, qui est utilisé pour nommer une personne. Dans certains contextes, il y a des parents queer qui vont utiliser des termes comme parrain, marraine, mais vont se les approprier tant au niveau de la signification, donc souvent des termes qui vont être démunis de connotations religieuses, mais pas dans tous les cas. Souvent des termes qui vont être dégenrés ou regenrés, donc une parraine, deux parrains. Donc c'est un peu cette idée avec ce terme-là, enfin, ce sont des termes qu'on a dans la langue française qui signifient un peu quelque chose, qui existe déjà et dont on peut s'emparer pour en faire autre chose. On peut dire, moi, dans la vie de mon enfant, il y a 3 parrains, pas de marraine, enfin, les configurations sont vraiment éclatées. Donc ça, moi, c'est des cas de figure que j'ai rencontrés souvent, ces termes de parrain, marraine adaptés à l'absence des familles, ou cette idée de l'enfant lui-même ou elle-même qui ressent ce besoin d'avoir un petit surnom affectueux envers une personne, mais c'est souvent quelque chose qui vient, avec la durée, avec la fréquence des relations. Je te dirais que c'est les 2 types de cas de figure que moi j'ai rencontrés quand j'ai parlé de parents. Il y a aussi la question. Il y a aussi la question de. Enfin, c'est aussi une question que cette personne qui s'occupe qui est parent de mon enfant se pose dans son lien légitime. Enfin, quand les gens demandent qu'est-ce que tu fais avec cet enfant, c'est quoi ton lien avec cet enfant? Et du coup, il a dit marraine. Il m'a dit bon, écoute, tu fais ça, je dois. Enfin, il y a quelque chose de aussi. C'est toujours le regard des autres qu'on aime. Mais je pense qu'il faut, c'est difficile, hein, mais je pense qu'il faut se défaire du regard des autres. Je pense que c'est important parce que sinon on s'enferme aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des performances qui ne nous concernent pas, en fait, qui sont là pour faire plaisir aux autres. Et quand on fait plaisir aux autres tout le temps, on dit très bien que ça nous fait du mal aussi, au final. Et je vais revenir sur mon cas personnel. Donc j'ai eu mon 2e enfant avec un homme qui lui est d'origine africaine et plus particulièrement du Cameroun. Et donc, effectivement, dans sa culture, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour des enfants. Il avait déjà une première fille quand je l'ai rencontrée. On a eu notre fille après. Et donc, elle était toute petite. Et c'est vrai que ça questionnait beaucoup les personnes parce que lui, il a de façon, je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'il envisage la famille, mais pour lui c'était très important que donc, les mères de ses enfants s'entendent bien, que moi j'ai eu à garder et à voir sa fille, sa première fille, qui a fait absolument cette année, et donc sa première compagne avec qui il avait son premier enfant, lui confiait aussi. Et pareillement, elle avait du mal à dire son prénom, qui est assez simple, mais elle avait du mal à le dire par des bêtises. Et elle l'a rebaptisé. Et depuis qu'elle a 8 ans aujourd'hui, ma fille, et pour tout le monde, cette personne s'appelle comme ma fille l'appelle depuis qu'elle est toute petite. Donc je pense qu'il y a aussi cette réappropriation de l'enfant, parce que c'est important aussi pour l'enfant aussi de se situer aussi dans son lien affectif avec la personne. Et je pense que ça construit, ça prend du temps en fait. C'est pas immédiat, c'est pas forcément évident dans l'enfant de l'évidence même, parce que ça vient bousculer plein de choses, aussi bien pour l'enfant que pour les personnes qui sont impliquées dans je sais pas si on peut parler d'éducation, mais en tout cas qui interviennent en fait dans la vie de l'enfant. Donc c'est des chemins, c'est des négociations, c'est voir ce qui convient le mieux. Et entre-temps, donc, le père de ma fille a eu d'autres enfants. Il vit en Belgique et pour ses nouveaux enfants, on va dire, je suis leur tata. Pourtant, je suis pas leur tata biologiquement, mais je suis devenue leur tata aussi. Et on est tous, il y a tata Intel, il y a tata. C'est un grand, de vue de l'extérieur, c'est un grand n'importe quoi pour certaines personnes. Personne ne comprend qu'on puisse être 3 mamans, qu'on puisse nous échanger nos enfants, chacune, parce qu'elles ont chacun, ils vont toutes
Mais voilà, ils se retrouvent et ils sont très contents. Ils s'appellent frères et sœurs et pourtant, voilà, on pourrait dire qu'ils ne sont pas. Mais voilà, on s'organise. Je pense que c'est de l'inventivité. Alors, apparemment, ça fait un peu bizarre. J'ai un peu reprendre le thème de la table ronde qui est de faire famille, et ça m'a fait penser aux fêtes de famille. J'ai pensé à la plus fameuse fête de Noël. Personnellement, j'ai cassé Noël, et je crois que c'est toi, Camille, qui avait participé à un podcast sur un guide de survie aux fêtes de Noël, et je pense que ça peut vous faire du bien si vous ne savez pas comment faire. Parce que bon, les fêtes de famille ne sont pas forcément les espaces les plus queer. On pense aux oncles, aux cousins bourrés qui font des remarques à la con, ou juste la grand-mère qui dit « Et toi, c'est quand tu ramènes ta petite amie ?» T'as pas compris quelque chose en fait. Mais sinon, vous, je sais pas si vous voulez en parler parce que c'est un peu intime, vous faites comment vous faites de famille? Parce que chez moi, une fête de famille, en fait, c'est juste mes parents qui ramènent leurs potes, qui font une grosse partie de pâtes avec de la sauce tomate et du cuir râpé ou de la maltais. Et en fait, on est tous là ensemble à rire, ou même boire un peu et faire la fête. Donc vous, c'est comment chez vous? Moi, mon guide de survie aux fêtes de famille, c'est avec ma famille choisie. Voilà, comme ça, c'est clair. En fait, dans toute ma vie, c'est toujours la même réponse, la non-mixité. La famille choisie, la non-mixité, la famille choisie. Et en fait, du coup, ça t'évite bien du bordel, mon ami. Notamment la vilaine soirée avec le bourré. Voilà, du coup, c'est super sympa. On a viré le Père Noël, on a mis plutôt du Père Noël, on met des paillettes. Et puis c'est sympa, et puis en fait, on s'éclate. Voilà, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, je suis allée faire plaisir à personne. À part à notre enfant. Voilà. Bonne question. Je pense que je suis dans une sorte de réconciliation de ce qui est les fêtes, parce que je pense que j'en garde pas un super souvenir enfant. Et quand j'ai eu l'opportunité de m'échapper de ces obligations-là, je l'ai fait dès que j'ai pu. C'était assez tard parce que mon fils était un peu grand. Mais sinon, il fallait être présente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc j'ai eu une période où effectivement je ne faisais plus Noël, parce que ça rappelait vraiment trop de souvenirs, trop douloureux pour moi. Et c'est vrai qu'il a dit tout à l'heure, Jules, avec ton enfant qui t'a réconcilié, qui t'a guéri. Je pense que ma fille m'a guéri d'énormément de choses. Et en fait, de la voir si enthousiaste, si contente, si pressée, elle a 8 ans, elle croit toujours au Père Noël. Je pense qu'on arrive sur les dernières années. Mais, et donc je trouve ça assez drôle et joyeux de savoir que moi, j'ai une fille qui peut encore Noël. Et à la petite souris, enfin tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je me réapproprie ces fêtes-là. Pour autant, je fais la priorité pour elle, c'est-à-dire qu'elle fête de son côté, avec la famille de son père, les fêtes de Noël. Moi, par choix, je ne les fête pas. Donc voilà, elle fait son Noël traditionnellement avec sa famille. Il y a un sapin de Noël à la maison, on fait des cadeaux. Au 25, elle a des cadeaux au pied du sapin, mais ce que je veux dire, c'est que quand on peut, tout à l'heure je parlais du retrait, quand on peut s'extirper de certains moments qui peuvent être douloureux, qui nous demandent vraiment trop d'énergie, parce que ça ramène vraiment trop de choses pour vous. La confrontation qu'on peut avoir avec certaines personnes qui peut nous marquer, nous blesser. Je fais le choix de faire autrement. Vous faites peut-être pas Noël autour d'une table avec toute la famille, mais on fait Noël autrement. On s'élève d'une autre manière. Je pense que le retrait, se retirer, se ressourcer autrement.
Merci pour la question très précise. Je pense que de mon côté, que ce soit Noël ou d'autres célébrations qui se font généralement ou se feraient généralement avec la famille d'origine, bon, il y a un décalage parce que là, ma famille d'origine est au Québec, donc ça fait moins en ce moment, mais ce qui est notre statu quo en ce moment, fêter avec nos familles élargies quand ça se passe bien et de faire un post-mortem avec nos familles choisies. Décompresser, se dire tu sais pas ce qui est arrivé, devine quelle conversation j'ai eue. Donc il y a ce moment où c'est vraiment là que moi je sens que je m'éclate plus, que je suis en mesure de vraiment célébrer, alors que plutôt quand il s'agit de fêter avec la famille d'origine, c'est souvent plutôt pour les enfants, puis pour maintenir cette espèce de magie de Noël. Mais pour ma santé mentale, il faut que ce soit contrebalancé avec la famille choisie, sinon je peux me tirer les cheveux assez rapidement, m'arracher les cheveux assez rapidement. Je peux répondre en 2 secondes aussi. Bon, je regarde un peu différent, j'ai pas tellement d'obligations liées à des enfants quelconques, donc des grands-parents en attente ou quoi que ce soit. Moi, je fais partie quand même d'une frange très très privilégiée qui entretient vraiment des bonnes relations avec toute sa famille. Je sais que c'est hyper rare, et moi, par exemple, j'adore Noël. Donc concrètement, Noël c'est plutôt un truc sympa pour moi parce que j'ai aussi décidé comme vous dites, de ne plus me faire chier avec des trucs. Voilà, je vais vous dire, je ne rentre pas dans mes débats à la con. Moi je me dis ok, j'enlève la casquette, mais tant pis, et je ne parlerai pas avec les gens plus toxiques là-bas au bout. Et genre salut, t'es là, je suis pas là. Et puis voilà, je fais ce que vous dites, je fais ce que j'ai envie de faire, je vais voir des gens que j'ai envie de voir, ignorer quelque part un peu les autres, et puis voilà. Mais c'est parce que je choisis de le faire. Que c'est pas une obligation, que j'ai une pression à le faire, et puis c'est juste un plaisir une fois l'an de faire ça, et puis c'est pour ça que je le vis aussi bien. Et à côté de ça, j'incite évidemment tout le monde à fêter ce qui est important dans nos vies au-delà d'obligations sociales, parce qu'il y a des fêtes de fin d'année, des fêtes de famille, je ne sais quoi. D'accord, mais ce qui est important, c'est de fêter tout court des choses qui nous semblent importantes pour nous. Si en fait il faut fêter, je sais pas, l'anniversaire de 10 ans d'amitié avec tel ou tel pote, et qu'en fait tu vas donner un fête pour ça, bah, c'est tout aussi important que de dire on va être là le 25 pour faire genre on adore manger de la dinde, quoi, ça n'a aucun intérêt. Du coup, l'important c'est juste de transférer ça et de dire qu'est-ce qui me fait plaisir, quelle fête, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer et de faire de la manière la plus enthousiaste possible. Voilà. Puis si un jour j'ai des enfants, ce sera pas mal différent comme enjeu, mais pour l'instant je suis pas encore là. Je vais finir sur le fait de fêter. Par exemple, moi j'ai pu, grâce à une nouvelle législation, abandonner le nom de mon géniteur. Et donc du coup j'ai pu choisir mon nouveau nom de famille. Et donc j'ai pris le nom de famille de ma mère. Et justement, donc c'est récent. Et je me disais, tiens, pourquoi je ferais pas une fête pour célébrer ça, parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Avant, c'était coûteux. Et aujourd'hui, il suffit d'aller en mairie. Il suffit. Non, mais en tout cas, c'est simplifié. Et je me disais, tiens, il faut que je fête ça, en fait, parce que c'est important pour moi. Ouais, fêter ce qui est important pour soi. Enfin, c'est bien. Oui, alors j'aurais une petite question, ça a été un petit peu abordé au début. Du coup, moi je suis pas du tout, ça n'a pas à voir avec cette famille. Moi je suis pas du tout au clair avec mon désir d'enfant, mais ça c'est une autre question. Mais une des choses qui m'empêche souvent d'y penser même et qui me freine beaucoup, c'est que j'ai l'impression que je pense pas que je vivrai en communauté un jour, je pense pas que je vivrai dans une histoire polyamoureuse un jour. Et du coup, je me demande comment... enfin, j'ai peur, je pense, de me faire complètement aspirer, si un jour j'ai un enfant, par ce modèle hétéro, la famille nucléaire, etc. Et du coup, je me demandais si c'était une peur qui était déjà... Enfin, une peur qui était partagée, et puis comment faire après pour justement ne pas se faire aspirer si on est dans cette situation-là. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que ça rejoint un peu les conversations qu'on a, dont on parlait, genre est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple pour avoir des enfants, enfin, quelle est ta modalité de relation en tout cas avec la personne avec qui tu fais des enfants. Bon, moi je pense que vraiment faire un enfant seul, c'est
c'est le job, quoi. Mais si t'es deux, en tout cas, j'ai des potes qui font un truc, et j'ai trouvé ça cool, c'est qu'en fait, ils sont en couple, mais ils ont la garde de l'enfant une semaine sur deux. Tu vois, ils ont la responsabilité de l'enfant une semaine sur deux. Ce qui fait qu'en fait, même s'ils sont en couple et qu'on pourrait croire que ils sont tous les deux responsables et du coup ils ont plus de vie et tout ça, non. Et quand par exemple on va en vacances tous ensemble, et si à un moment donné il y en a un qui se met l'envers à l'apéro jusqu'à 14h du mat, c'est le problème de l'autre, quoi. Enfin tu vois, et c'est super formalisé, donc du coup ça laisse place à de la liberté plutôt qu'à une perpétuelle négociation. Et en tout cas, elle me disait, c'est marrant, c'est une modalité que je vois pas souvent dans les gens qui sont encore ensemble en couple. Mais du coup, qui réfléchissent à la parentalité vraiment d'un point de vue logistique et organisationnel, parce que c'est quand même ça qui Ça me fait penser qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas du tout parlé de coparentalité, notamment de coparentalité platonique, c'est-à-dire dans des contextes où c'est des amis, des gens qui n'ont pas nécessairement de relations amoureuses, intimes ou sexuelles, je ne sais trop, qui décident d'avoir des enfants ensemble. Et c'est des configurations qui sont relativement méconnues, mais qui sont intéressantes à connaître davantage, parce que ça nécessite, quand j'ai parlé à des parents qui font de la coparentalité, il y a ce besoin, justement parce que l'enfant n'est pas toujours avec l'ensemble des parents impliqués, ce besoin de verbaliser les attentes, ce besoin de communiquer un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que beaucoup de parents ont développé des stratégies pour justement verbaliser des choses de manière à ne pas se laisser emporter par cette charge mentale, par cette hétérosexualité obligatoire, ou je ne sais trop. Et donc, ça prend souvent des visages relativement, j'ai envie de dire, très pragmatiques, très, très simples. Par exemple, il y a des parents qui m'ont dit, nous, pour éviter de devoir toujours consulter tout le monde, l'ensemble des parents pour prendre des décisions, ce qui est vraiment lourd sur le plan logistique, on se donne un code avec des chiffres. Donc, on va dire, par exemple, disons que vous êtes des coparents pour l'occasion, les chaussures de l'enfant, c'est un quoi? C'est un 2 sur 10. Donc, ça veut dire, un 2 sur 10, ça veut dire, va de l'avant avec le dossier chaussures de l'enfant, je m'en lave les mains, j'ai pas besoin d'être impliqué dans la décision. Par contre, je sais pas moi, l'activité parascolaire, c'est un 9 sur 10. Ça veut dire qu'on va s'asseoir et on va prendre le temps d'en parler, chercher peut-être un consensus, etc. Donc, c'est quelque chose de relativement, presque banal, une grande simplicité, mais qui permet justement d'éviter de toujours avoir de voir cette charge mentale peser et nécessiter le consensus de l'ensemble des adultes impliqués dans la vie de l'enfant. Moi, personnellement, j'ai une sorte de parentalité assez verrouillée parce que je pense que j'ai l'image beaucoup je pense de ma famille parce que je pense que c'est mon premier cadre et mon premier exemple. Et surtout, je trouve que la parentalité, elle est souvent abordée comme une sorte d'obligation, de choses horribles qui nous arrivent, une charge en général. Et c'est vrai que dans les couples que j'ai pu avoir avec des femmes, j'ai du mal à faire partager ma famille. J'ai du mal à me mettre dans une position dans laquelle je me dis que ma partenaire va participer avec moi dans l'éducation de mon enfant. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que je dois déconstruire moi personnellement, c'est-à-dire que comme c'est mon enfant, je vois pas pourquoi une autre personne voudrait s'impliquer dans l'éducation d'un enfant qui serait pas le sien. Et comme j'ai ce positionnement, je donne pas la place du coup à l'autre de s'impliquer, de prendre sa place. Du coup, ça s'est toujours très bien passé. Ma fille a toujours été très bien accueillie par mes partenaires en général. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une résistance à me dire c'est mon rôle, c'est ma position et je le garde, quoi. Bonjour, merci pour ce moment, c'était très chouette. Moi, je voulais rebondir à ce que tu viens de dire. Je pense que c'est pas possible qu'on tombe dans cette norme hétéro
en fait, on a vécu des choses différentes, on a tous un passé, et on voit la vie différemment, en fait. Et on peut pas, ça peut pas nous arriver, en fait. Là, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de le voir comme ça. Donc, faut pas avoir peur. Je note que par rapport à ça, ce qui est intéressant, je fais une analogie, vous allez voir qu'il y a un lien, enfin, c'est pas bien. Quand, vous savez, des fois, il y a des associations qui font des interventions au milieu scolaire pour parler de l'homosexualité, etc. Et il y a une de ces associations-là qui est à Montréal, qui s'appelle le GRI Montréal, et parmi les questions qui leur sont le plus souvent posées, il y a le lien, c'est dans un couple homo, qui fait l'homme ou qui fait la femme? Parce que ce qu'on impose ou surimpose, c'est cette idée qu'un couple n'est intelligible que par cette image de l'hétérosexualité. Et puis la réponse, évidemment, c'est personne ne fait l'homme, personne ne fait la femme, parce que, par exemple, en l'occurrence, on est deux femmes, on est deux hommes, par exemple, pour faire simple. Et j'ai envie de répondre un peu la même chose, c'est-à-dire, est-ce que l'hétérosexualité va happer? Oui, l'hétérosexualité est une force puissante dans nos sociétés, c'est une institution relativement incontournable. On fait face à des présomptions d'hétérosexualité constamment, mais on ne peut pas, enfin, c'est difficile de se faire happer par quelque chose qui ne nous concerne pas. Enfin, il y a cette idée on déjoue par défaut cette institution qui est l'hétérosexualité. Et j'ajouterais aussi, du coup, c'est un peu la seule question à laquelle je pose aussi. J'ai pas d'enfant, je réfléchis à mon avoir. Et j'ai un peu l'impression de mon toit sur l'aspect, ça veut dire quoi, être parent, etc. Et sur l'aspect hétéro, je pense qu'il faut être assez clair sur le fait que ça n'arrivera pas. Le fait de se faire déborder par les situations coordonnées qu'on a pas fait, de se faire déborder par le fait que toute la société est organisée autour du fait que des enfants ont deux parents, dont un qui se sacrifie au tâches domestiques pour récupérer l'enfant, etc. Le fait que toute la société soit contre le fait que tu puisses être parent ou maman seule, ça c'est le nœud, moi, qui me fait du mal en disant, en fait, si je veux le faire aujourd'hui, si j'en ai envie, techniquement, c'est possible, maintenant, légalement, c'est possible, sauf qu'en fait, dans les faits, j'ai pas un salaire qui me permet que j'ai toute l'organisation du travail, des vacances, tout ça est organisé de telle manière à ce qu'en fait, ce soit possible que c'était au moins à deux, c'est visible, les familles sont divisées à deux parents. Et du coup, moi, je me bats plutôt là-dessus en me disant que plutôt que moi me questionner sur la légitimité ou ma propre angoisse de retomber dans un truc normatif, je me dis où est-ce qu'il faut aller appuyer pour que la société arrête de considérer qu'il fallait être deux pour s'occuper d'un enfant en plus, mais que juste en tant que personne seule, il y a plein de gens pour éduquer un enfant, en fait, que ça ne reste vraiment son enfant, que la société arrête d'être un frein, en fait, qu'on puisse mettre matériellement au quotidien. Sur l'aspect héros, on n'est pas, c'est fini, quoi. Quand on a marié, c'est Netflix, quoi. On est non, c'est fini, tout ça. Et je pense que ça renvoie une question après sur comment s'organiser, sur les tâches, et on revient sur des questions qui sont, je pense, à chacun, vraiment matérielles, quoi. Qu'est-ce que j'ai le droit, la possibilité de faire, et en fait, on pas grand-chose, seul, et c'est là le truc, et c'est là où ça rend pas collectif pour qu'on sorte de, la garde des enfants s'organisée par qui, ça coûte combien, c'est financé par l'État, si jamais tu veux, quelle situation pénale, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, on arrive bientôt au bout des 2 heures, est-ce qu'il y a encore une question En fait, je voulais juste ajouter un détail, c'est que ça questionne la répartition de la charge mentale dans les familles au global, et pas que dans. Oui, bien sûr. De toute façon, d'ailleurs, on commence à se lâcher tout bien. C'est-à-dire que si on commence à dire pourquoi telle personne fait ça, en fait, si on tient vraiment le modèle dans toute la pelote, on arrive à toutes ces questions très intéressantes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? On pourra rediscuter après si vous voulez, en descendant de cette artificialité de vous sur l'estrade et des cours bas. Mais pour là, on le laisse un peu à la discussion un peu officielle, c'est vraiment une question de nouveau. Sur les prérogatives. Il n'y a pas de question, je crois. Eh ben, je tous et toutes d'accord dans le festival. Alors, est-ce qu'on peut remercier très chaleureusement Gabriel Richard, Justine et Oliver Eden qui écoutent cette table de ronde sur Faire Famille. Merci beaucoup pour toutes les paroles que vous avez prononcées. Merci en tout cas pour les questions. Merci à Camille et la Fondation Racine pour l'invitation. Je trouve que c'est très bien. Faces pointing down. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. To hold my hand, hold my breath. There's nothing
J'ai, personnellement, passé un excellent moment à écouter cette table ronde, même si j'étais assez obnubilée par tous les bruits parasites, que je savais ineffaçables de la bande. J'ai toutefois réussi à me détendre quand enfin je me suis rappelé que je n'étais pour rien dans le contexte de cet enregistrement et que donc vous sauriez l'accepter vous aussi. Ce n'est pas la première fois que l'on me propose de venir faire de la captation sonore, mais c'est la première fois que je me suis dit « Allez, feu, on tente ». Si je ne m'y frotte jamais, je ne pourrai savoir ni ce que vaut mon matériel, ni ce que je vais pouvoir ressortir de cette expérience. Alors seulement après m'être rappelé tout cela, j'ai profité de l'écoute. J'ai découvert 4 façons différentes de vivre des parentalités en dehors de l'hétéronormativité et de la famille nucléaire. La nôtre de famille est très calquée sur le modèle dont nous sommes issus. Nos parents sont en couple hétéro, jamais séparés des deux côtés, et clairement, nous ne nous sommes jamais interrogés sur le fait de faire autrement. Nous avons pris le droit de faire famille, alors nous n'allions pas faire de fantaisie et sommes restés dans une sorte de norme, attendue de tous finalement. C'était très très enrichissant comme rencontre et j'espère que son écoute vous autorisera à penser votre famille autrement. Je suis curieuse aussi de savoir si ce type d'épisode vous plaît, comment il va être reçu par mes auditeurs habitués et s'il va ramener de nouveaux auditeurs. Il faut être franc, cet épisode est très différent de ce que je propose habituellement, mais c'est très motivant de sortir de ma zone de confort et de proposer de la nouveauté. Vous me direz ce que vous en pensez sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvont-bien-podcast. Pour terminer, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche et peut-être que vous êtes encore dans la réflexion de cette table ronde, je vous souhaite une excellente semaine. Nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.